par terre, je relève la tête, je tourne la tête à gauche et puis là je vois mes intestins donc au sol, étalés au sol. Et puis je regarde un peu plus bas, je vois aussi ma jambe gauche qui était à moitié arrachée, je voyais l'os et puis un peu tout qui était explosé de tous les côtés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maxime sur la chaîne. On va aujourd'hui parler de ton histoire. Voilà, tu as tout abandonné dans ta vie pour être combattant volontaire en Ukraine, dans une brigade d'assaut. C'est ça. Tu as été gravement blessé par un tir de RPG dans l'abdomen. C'est ça, qui m'a traversé concrètement. Le missile du RPG, voilà, t'as traversé une partie du corps et t'as explosé le bassin. C'est ça, elle a fracassé le bassin du côté gauche de l'iliaque. On a dû ramasser tes intestins dans un sac poubelle pour t'évacuer. Je le tenais sur moi pendant le brancardage. Évidemment, il va nous raconter tout ça aujourd'hui. Tu vas nous raconter toutes les anecdotes les plus folles que tu as vécues pendant que tu étais à l'armée finalement. Merci d'être là, Max. Ça me fait hyper plaisir. Je peux t'appeler Max ? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Vous pouvez me rejoindre évidemment sur Spotify. Je mettrai ces vidéos-là en format audio pour que vous l'écoutez un peu partout, avant de dormir, dans la voiture, pendant que vous conduisez vers un trajet un peu long. Si tu as peur avant de commencer, bon, je sais que c'est pas de base ce que je dois faire, ça n'a aucun rapport avec l'interview. Par rapport, voilà, je vois beaucoup de commentaires, je m'exprime sur ça un petit peu au début, qui me parlent de légende. Ils disent que ça ressemble, le format à légende. J'aimerais dire juste que ce n'est pas du tout un plagiat par rapport à Légende. Évidemment, j'admire l'émission, je kiffe de fou. Mais voilà, les éclairages et tout, vraiment, de base, c'est pas du tout fait exprès. J'adore juste cet éclairage, je trouve ça vraiment beau. Ça tape bien sur la peau, il y a une ombre ici, il y a un éclairage là. Je trouve ça vraiment hyper harmonieux, hyper contrasté. Ne voyez pas du tout un plagiat. Pardon à Guillaume s'il a cru que c'était un plagiat, mais pas du tout. Bon, c'est vrai que le format ressemble un peu, puis même j'essaie toujours de raconter des histoires qui sont différentes de ce que Guillaume peut raconter sur sa chaîne, mais voilà, n'hésitez pas à me dire même en commentaire si vous me conseillez un éclairage différent qui pourrait rendre mieux même en vidéo, je suis hyper preneur. Bref, Maxime, on n'est pas du tout là pour parler de ça, je fais mon petit drama, on arrête ça de suite, on va parler de ta vie. Et j'aimerais bien commencer par une première question que je trouve hyper importante. Par quoi va être rythmée ta vie avant que tu deviennes un combattant volontaire ? Donc avant mon engagement en Ukraine, tu veux dire ? Les métiers que tu as pu faire, etc. quoi. Donc j'ai commencé en étant soldat en France, au 27e BCA, donc chasseur alpin, combattant d'infanterie de montagne, que j'ai quitté après 2 ans. Suite à ça, après j'ai fait un peu de travail par-ci par-là, principalement dans la sécurité, reconversion basique d'un militaire, hein, c'est très courant. La sécurité privée, donc que j'ai un peu exercé au Luxembourg. Chose que j'ai pas forcément du tout apprécié, même pas du tout. Pourquoi ? T'as pas kiffé ? Le contraste au niveau d'adrénaline est assez différent. C'est assez différent. C'est vrai de l'adrénaline. Oui, et puis c'est quelque chose de très statique, malgré tout, d'être dans la sécurité, c'est quelque chose qui me convient pas. Donc j'ai fait ça, puis jusqu'au jour où j'ai fini par être éducateur MENA, ce qu'on appelle éducateur MENA. J'étais en Belgique à ce moment-là, j'avais déménagé en Belgique pour le travail. Donc mineurs étrangers non accompagnés, donc des enfants de moins de 18 ans qui viennent sans parents, ni frères et sœurs, pour la plupart du temps, en tout cas qui ne sont pas majeurs, depuis l'étranger jusque chez nous. Et donc je m'occupais d'eux pendant 2 ans en Belgique. Et puis quand mon contrat s'est terminé, c'est là où je suis parti en Ukraine en 2023. Tu faisais quoi concrètement pour les aider ? C'était quoi les manières Alors, en fait, on est dans des centres fermés, où on vit avec eux. C'est des centres fermés. C'est pas des centres fermés, c'est des centres qui sont ouverts, ils peuvent sortir et rentrer, mais qui sont fermés au public, on va dire. Et donc, on est 24 heures sur 24 avec ces jeunes-là, en fait. Il y a une équipe de jour et une équipe de nuit. Et donc, on les accompagne pour l'école, pour les soins, pour l'éducation générale, pour apprendre la langue, pour les activités sportives et tout ce... En fait, pour la vie quotidienne, concrètement. Pour la vie que tu as pu avoir quand tu étais plus jeune avec tes parents. Et tu joues un peu le rôle d'un deuxième père, quoi, en fait, pour eux. Pas vraiment d'un deuxième père, parce qu'il ne faut pas prendre cette place-là. Même si souvent, ils nous apparentent un peu comme un parent, puisqu'au final on fait à peu près la même chose que les parents doivent faire, mais on est là pour leur donner un cadre, pour leur donner un sens un peu à leur vie, essayer de les aider aussi psychologiquement parlant, parce que forcément il y a du trauma derrière, c'est beaucoup des jeunes qui ont vécu la guerre dans leur pays. Il y a beaucoup de plans sur lesquels il faut les aider, les aiguiller, puis leur apprendre à évoluer et à devenir quelqu'un de meilleur chaque jour, et pas juste s'enterrer, on va dire, dans leur vie passée qu'ils ont eue au niveau de la guerre. Et c'est très très vaste, c'est très très large comme domaine. T'as eu des cas particuliers qui t'ont marqué, dont tu t'es occupé ou pas ? J'ai eu plusieurs cas, j'ai eu un qui m'a marqué, par exemple, c'était un jeune qui était, je sais plus c'était quel trouble, je crois qu'il était bipolaire de mémoire. D'accord, ouais.
Sauf que c'est un peu compliqué ce genre de maladie dans les centres parce qu'il faut un suivi assez long médicalement parlant pour pouvoir le traiter. Sauf que ces jeunes-là font souvent des va-et-vient dans plusieurs centres, donc ils n'ont pas le temps d'avoir un traitement établi. Et donc il a été encore transféré dans un autre centre parce que l'équipe ne se sentait pas capable de gérer à ce moment-là. Donc je trouvais ça triste de le promener de centre en centre sans y trouver de solution finalement. Parce que concrètement c'était ça en fait, c'était juste de déplacer le problème à chaque fois pour ne pas avoir à le gérer soi-même. Et au final c'est un jeune qui n'a pas été pris en charge correctement et qui n'a pas été aidé sur son problème le plus profond finalement, qui faisait que des fois il avait des crises, des fois il était un peu plus virulent, un peu plus différent des autres, mais c'est pas sa faute concrètement. Et donc c'était un peu comme un échec, j'ai vécu comme un échec du coup de voir ce jeune partir encore dans un autre centre et sans avoir d'aide sur son état de santé finalement. T'as plus de nouvelles, t'as pas eu... J'ai pas eu la dernière nouvelle que j'avais eue, c'était avant de partir en Ukraine et on m'avait dit qu'il avait à peu près réussi à se stabiliser dans un centre. Il avait enfin réussi à trouver un centre qui arrivait à peu près plus ou moins à pouvoir le prendre en charge. Mais depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Après, on peut même parler d'autres trucs sur ce sujet-là, c'est les centres d'accueil en général des migrants. Il y a des moments tendus, moi j'ai eu une oreille arrachée que j'ai dû ramasser, des trucs du genre par exemple. Oula, attends quoi? Un mec avait bouffé à la Mike Tyson l'oreille d'un gars, et un morceau de l'oreille en tout cas. Que j'ai été ramassé par la suite pour le donner au médecin, même si je savais que ça servait à rien, concrètement on recolle pas un morceau d'oreille, tu vois, mais... Donc attends, il y a une personne que tu gérais du coup qui a mangé... C'est pas un gars que je gérais, parce qu'en fait il y a le centre, il y a les adultes et les enfants. Ouais. Il y a un bâtiment pour les enfants, et après le reste du centre c'est pour les adultes. Ok. Mais on est amené, moi je travaillais de nuit à ce moment-là, donc j'étais amené à aider mes collègues vu qu'il y avait un sous-effectif, sur les adultes aussi, surtout dans les moments de tension, surtout que c'est un peu plus mon domaine, on va dire, de base d'expertise, tu vois. Et donc à un moment donné, on m'a appelé à la radio, on m'a dit bagarre en gros. Tu as géré la situation après, ouais. Et au moment où je suis arrivé, je vois mon collègue qui sort du bâtiment, il me dit « Oh non, c'est bon, c'est géré ». Mais je trouvais ça bizarre, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je rentre dans le bâtiment, et je pense qu'il était un peu choqué de l'événement, et ça l'a un peu déconnecté. Et je vois une oreille qui tombe par terre, et mon deuxième collègue qui était au sol avec deux autres gars qui étaient en train d'essayer de s'attraper le crâne pour le mettre dans... Il y en a un qui essayait d'attraper le crâne de l'autre pour le mettre dans le dérailleur de vélo, tu vois. Oh. Et donc voilà, j'ai attrapé... C'était des petits gabarits en plus, donc j'ai attrapé un des petits gabarits qui était sur l'autre. Je l'ai porté, j'ai mis dehors, et puis on a géré celui-là qui avait l'oreille arrachée. Et entre-temps, l'autre a été chercher un couteau dans sa chambre, un couteau de cuisine, je dirais de cette longueur-là, tu vois. Donc entre-temps, on avait mis en sécurité mon collègue qui gérait le résident qui avait été blessé dans le bureau des collaborateurs, fermé à clé. Mon deuxième collègue lui avait été à l'accueil pour réceptionner les aides des secours plus la police. Et moi, je restais à l'extérieur pour essayer de gérer entre les deux pôles, on va dire les deux collègues, et puis au cas où que l'autre résident fasse de la merde. Et je le revois revenir, les mains libres, donc pas de couteau dans les mains, donc je sais qu'il y avait quand même un couteau quelque part. Puis il monte au bureau, et puis là il me demande d'ouvrir la porte du bureau, là où était mon collègue et l'autre personne avec qui il s'était battu. Donc la personne qui avait le couteau, c'est ça? Ça, c'est la personne qui avait le couteau qui me demande d'ouvrir la porte. C'est ça, d'accord. C'est ça. Donc l'autre qui était dans le bureau, c'est celui qui avait eu l'oreille arrachée, du coup. Dans cette personne qui l'a... C'est pareil, quoi. Voilà, ouais, c'est pareil. Et donc il voulait ouvrir le bureau, il voulait aller voir l'autre gars. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais rien faire et tout. Je dis bon, vas-y, tu vas lui bouffer l'oreille, je vais pas te croire quand tu me dis tu vas rien faire. Ça, il a vraiment arraché avec ses dents. Ouais. La Mike Tyson. C'est comment possible, vraiment, le caméra casse comme ça. Ah oui, j'ai ramassé moi-même le morceau par terre, donc j'ai mis le jeu, ou après un petit truc en plastique, même si je savais que ça allait pas être utile pour les secouristes, mais bon, voilà. Et toi, t'as eu le sang-froid de me prendre l'oreille et de la mettre comme ça? J'ai mis dans mon petit, espèce de petit pochon plastique, tu vois, le truc que tu refermes avec un zip. Il est déconnecté, mais c'est génial, mais c'est génial. Le sang-froid qu'il faut avoir quand même. Ouais, ok. Et donc, du coup, pour continuer, en gros, ce gars-là, il m'a dit, t'es sûr que tu veux pas ouvrir? Je dis non, je veux pas ouvrir. Et donc, il a commencé à vouloir défoncer la porte à coups de pied. Moi, je restais à côté de lui, j'essayais de le calmer en discutant un petit peu avec lui. On va dire que chaque seconde où je parlais avec lui, c'était des coups de pied en moins dans la porte. Jusqu'à temps que la police arrive. Et au moment où la police est arrivée, il a sorti son couteau de son pantalon sous son t-shirt. Et donc, il a commencé à se lacérer la gorge et l'abdomen. Et donc là, les forces de l'ordre ont sorti l'arme de poing, donc pas le taser du tout, parce que là, ils voyaient que c'était pas du bluff. Ils ont sorti l'arme de poing, ils ont commencé à pointer. Donc moi qui étais à côté de lui, c'est un couloir pas très large, un couloir de peut-être 1m50 de large. Et donc ils ont commencé à dire que s'ils continuaient d'avancer, ils allaient tirer. Donc moi je me suis un petit peu écarté quand même parce que j'avais pas envie de prendre une balle perdue non plus. Je me suis mis derrière un autre mur et puis
Puis quand tu laisses la serrer, la gorge, l'abdomen, etc. Jusqu'à temps qu'il y ait un troisième policier qui passe derrière, parce qu'il y avait 2 accès dans le couloir. Et il a mis un plaquage du futur. Je crois que j'avais vu un mec voler aussi loin de toute ma vie. Et ça va calmer ça du coup définitivement. Ah bah le couteau a volé, le gars il s'est retrouvé par terre, puis les 3 policiers ils ont sauté dessus pour le maîtriser quoi. Bon, par chance le couteau coupait pas énormément, donc ça l'a serré, mais bon pas très profond. Il n'était pas bien aiguisé visiblement son couteau, donc il est assez pour se faire des entailles quand même malgré tout. Donc après c'est quand on y réfléchit, on se dit bah, s'il avait réussi à ouvrir la porte, parce que la porte avait failli céder, elle était en métal mais elle avait commencé à bouger quand même. On se dit s'il avait réussi à ouvrir la porte, qu'est-ce qui serait passé derrière avec ce couteau là, et mon collègue et la victime de l'autre côté. Donc Mais ta vie est un film. il y a des petites anecdotes sympas. T'as pensé à faire un film ou un livre de tout ça? Un livre, oui, on m'en a proposé plusieurs fois. Ah ouais, il y a des éditions, enfin des maisons qui sont contactées. C'est en cours, c'est un projet. C'est un projet. Mais j'ai eu des mecs qui ont essayé de balancer des chaises à travers le bâtiment, à travers la chambre, parce que c'est des chambres, où je me retrouve à les plaquer de contre un miroir, le miroir qui explose. Ça m'est pensé. Un jeune qui a voulu se jeter par la fenêtre que je rattrape juste avant de sauter. Ah mais ça témoigne vraiment d'une vraie tristesse. Ah oui, bien sûr, Ouais. c'est horrible, ouais. C'est du désespoir, hein, concrètement. Ça te déprime même pas, toi t'étais toujours heureux dans... Enfin tu parles. J'étais heureux quand j'étais avec les jeunes parce que je savais que j'arrivais à leur apporter quelque chose, parce que je savais que je faisais mon travail correctement et que, en tout cas, je faisais ça pour eux. Je faisais pas ça pour l'institution et pour les économies que l'institution essaie de faire. Pour vraiment l'humain derrière. C'est ça, parce que moi, on m'avait fait des reproches, hein, parce que j'avais donné du pain à des gosses et on m'a dit ça coûte 0,03 centimes d'euros le morceau de pain. Donc là, ça m'avait un peu rendu fou, j'aurais demandé de prendre sur mon salaire parce que je trouvais ça ridicule. Mais voilà, moi je sais que je faisais ça pour les jeunes, pour essayer de les rendre plus heureux et pas pour faire des économies des institutions et ainsi de suite. Donc j'y allais content pour cet aspect-là. Maintenant, forcément, il y a plein de trucs à côté qui vont pas et là, c'est un peu le combat de tous les jours. Après, moi, je suis assez engagé dans tout ce que je fais, donc c'est beaucoup de batailles, beaucoup d'ennuis aussi. Parce que à partir du moment où tu essaies de faire mieux et que tu essaies de faire différemment, bah, c'est pas évident. Donc beaucoup de conflits, beaucoup d'embrouilles, mais ça se fait, ça se fait. T'as vraiment du coup été hyper patient, ouais. Ouais, je pense que je suis très patient par contre, ouais. Je pense être très patient, mais par contre après, la limite, ça se voit pas trop quand tu dépasses la limite. Il n'y a pas de signes qui te disent que ça va passer, la limite va être dépassée, et quand la limite est dépassée, après c'est différent. C'est très différent. J'ai pas eu de nouvelles. Tu commences donc, comme tu l'as dit juste avant, dans l'armée française en tant que chasseur alpin au 27e BCA. C'est ça. Tu l'as dit vraiment à l'instant, mais je préfère répéter parce que t'as sauté ma question. Voilà. Je le dis aux gens, t'as sauté ma question, t'as vraiment pré-shot, mais c'est génial, ça veut dire que t'es hyper à l'aise et c'est trop bien. Donc voilà, combattant en infanterie en montagne, ça, C'est ça. Combattant en infanterie, c'est montagne. Montagne en fait. C'est ça. Que montagne. Non, c'est en fait c'est de l'infanterie de base, donc fantassin, les combattants à pied, débarqués. Ça consiste à quoi en fait exactement pour que les gens un peu visualisent? Si on peut essayer de visualiser, c'est souvent en fait les militaires qu'on voit concrètement dans les films, qui combattent en zone urbaine ou en forêt, mais qui combattent avec leurs armes d'épaule et qui sont débarqués en fait, qui sont pas en véhicule, qui sont pas en train de tirer avec des pièces d'artillerie ou quoi que ce soit. Donc concrètement c'est un peu le militaire de base qu'on a tendance à voir dans les films. Donc celui-là qui est le plus au contact aussi du coup, forcément, donc la première ligne. Après l'avantage d'être dans les troupes de montagne, c'est qu'on a l'aspect en plus d'un combattant d'infanterie, si je peux dire lambda, c'est qu'on a l'aspect montagne en plus. Donc que ce soit en hiver ou en été. Parce que les deux ne se pratiquent pas du tout de la même façon. Donc ce qui fait qu'on est projetable en plus de ça sur des milieux montagneux, comme ça a été en Afghanistan. En Afghanistan, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est très montagneux. Et donc les troupes de montagne ont été envoyées beaucoup sur ce théâtre d'opération pour aider, parce que c'est leur domaine. Et en plus de ça, on a aussi un autre volet qui est, on va dire, un peu les températures extrêmes, parce que du coup on a des formations en milieu froid, un grand froid, souvent qui se font par exemple en Norvège, dans des conditions de moins 20, moins 30 degrés. J'en ai entendu qui avait été jusqu'à moins 40 degrés. Et donc c'est une spécialité complètement à part qui est hyper intéressante, hyper enrichissante et donc voilà. Pour quelle raison tu vas choisir de rejoindre l'armée? Déjà, dans le premier temps, j'ai toujours été fasciné par l'armée. Je sais pas si c'est comme tous les enfants ou pas, mais quand j'étais jeune, je regardais les films militaires, les documentaires, les livres. J'ai toujours été très fasciné par ça. J'ai eu quand même pas mal de membres de ma famille qui ont été militaires aussi, et donc un peu le partage d'expérience qui se fait avec le tonton, avec les oncles par-ci par-là, les cousins qui racontent leur mission, qui racontent comment ça se passe, etc. Et puis
ça m'a toujours fasciné du plus jeune âge que je me souviens en tout cas. Et je m'étais toujours dit que je ferais un jour aussi. Moi aussi un jour je serai militaire. Malgré qu'à la base j'étais asthmatique, j'étais un peu obèse quand j'étais petit, etc. Donc ça avait eu une petite période où j'avais eu un doute. Et puis je me suis donné au maximum, j'ai fait du sport à fond, etc. Puis j'ai fini un peu, on va dire, dans le haut du panier de mes tests. Donc c'était une fierté. Merci. Et donc j'ai réalisé mon rêve d'enfant, de rentrer dans l'armée en tout cas. Incroyable. Ta famille, est-ce qu'elle va être affectée par cette décision qui est quand même assez... Celle de l'Ukraine ou de l'armée française? L'armée française au début, l'armée française, l'Ukraine du coup après. Okay. Mais voilà, quand tu vas leur dire ça va être quoi, voilà, leur réaction un petit peu à chaud? Je pense... Ils n'avaient pas peur pour toi? Je pense que les parents ont toujours peur dans tous les cas. Je pense, les parents, évidemment. Je pense qu'il y a toujours une petite peur, bien qu'il n'y ait pas forcément des missions hyper dangereuses actuellement dans l'armée française, à mon sens. Mais je pense qu'il y a c'est une séparation assez rapide. Du jour au lendemain, on part. Moi, en plus, je suis parti très loin. Je suis parti à Annecy, donc j'étais dans la Sarthe à la base. Donc je suis parti à, je crois, 700 km ou 800 km. Donc du jour au lendemain, à mes 18 ans, je pars hyper loin dans un milieu qui est un peu particulier, du coup, celui de l'armée. Donc ça a été bien pris, mais je pense que ça a été un peu difficile pour les parents dans un premier temps, mais ça s'est vite estompé. Alors ça, je trouve ça hyper intéressant comme question. Du coup, dans l'armée française, c'était quoi tes missions un petit peu pour que les gens comprennent en tant que chasseur alpin? En tant que chasseur alpin, déjà, on a tout le volet, on va dire, montagne, formation montagne. Donc formation été, formation hiver. Deux formations, d'accord. Il y a deux formations. L'été, quoi les différencier en fait c'est tout. Le fonctionnement en été et en hiver ne fonctionne pas du tout pareil. Les franchissements, la façon de monter, la façon de descendre, le type d'exercice qu'on peut faire en hiver ou en exercice. En hiver, on va avoir les skis, on va avoir les pots de phoque, on va avoir des igloos, on va avoir les crevasses à passer, plein de trucs. Il y a des glaciers, il y a des ponts de neige, il faut apprendre à gérer les ponts de neige, les cordées, ainsi de suite. En été, il y a l'escalade, il y a le rappel, c'est complètement différent en fait. T'es en adaptation constamment, quoi. C'est ça. T'es multifonction. C'est ça, c'est à peu près multifonction, je dirais. C'est très vaste et puis il y a plusieurs degrés, on va dire, dans les compétences en montagne. Donc on peut évoluer au fur et à mesure du temps et devenir chef de cordée, par exemple. C'est quoi ça, chef de cordée? Chef de cordée, c'est celui qui va emmener le groupe, son groupe, en montagne et qui va être le responsable du groupe, le responsable des hommes qui seront encordés, etc., qui va dire bah voilà, on passe par tel endroit, ici on peut pas y aller parce que c'est dangereux, ou peu importe. C'est quoi la mission la plus... bon, c'est pas écrit dans mes questions, mais elle m'est venue comme ça la question. C'est quoi ta mission la plus dure que tu as pu faire? Je sais pas, peut-être que je suis un peu déconnecté sur la notion de danger, ou je sais pas. De recul par rapport à ça. C'est ça. Après, les cordées sur des glaciers, etc., où moi je me suis retrouvé à tomber dans un pont de neige, par exemple, ce qu'on appelle un pont de neige, donc ça veut dire qu'on marche sur de la neige et... pendant un certain temps, c'est stable et puis d'un coup en fait on tombe dans un trou. C'est parce qu'il n'y a pas de surface en dessous qui maintient la neige. Et donc là c'est là d'où l'intérêt d'être encordé. Donc encordé 3, un devant, un derrière pour un devant, un milieu et un derrière. Moi j'étais sur du milieu. Donc ça veut dire que sur de devant et de derrière me retenait pour pas que je tombe dans le vide. Donc ça peut être un peu spécial d'avoir le corps dans le vide et d'être accroché par une corde. Il y avait combien de mètres, tu sais ou pas? Assez pour qu'on me retrouve jamais. C'est ce qu'on m'a dit. C'est le genre d'endroit où on va pas te chercher en général. C'est dans la montagne, dans le glacier. Du coup, là, dans cette situation, ils font quoi, tes potes? Et bah, eux, ils restent corde tendue pour pas que je tombe. Et après, c'est à moi, avec mes piolets, j'ai des piolets sur mon sac, de sortir mes piolets, de me rattraper sur la partie un peu plus dure de la neige et de me remonter. Après, il peut y avoir d'autres camarades sur d'autres cordées qui peuvent venir aider en restant en sécurité, bien sûr, etc. On peut avoir des poupées, ce qu'on appelle des cordes mises en poupée dans notre sac, pour balancer la personne qui tombe et puis après une équipe le sort. Dans mon cas, j'ai réussi à m'en sortir avec mes piolets en remontant tout seul avec mon piolet, quoi. Il t'est arrivé des trucs de fou quand j'y pense. Peut-être, je sais pas, ça me paraît basique. Moi, je t'avoue, je vis pas ça tous les jours. Ah. Non, c'est sûr, je pense. Et que c'est où? Tu seras trop humble pour dire ça, mais tu es pour moi le Captain America originel. Ah, merci. Tu liras, évidemment. Non, jamais. T'es beaucoup trop humble. C'est terrible. Jamais. En tout cas, je te le dis. Fin mars, tu décides de partir en Ukraine. Voilà, en 2023, tu décides de tout abandonner, puis dire au revoir à ta vie civile pour aller combattre en Ukraine. Ouais. Tu laisses tout derrière toi, ton appartement, tes meubles. Ça va devenir quoi tout ça? Tes affaires perso? J'ai tout donné à ces jeunes du centre. Tout ce que j'avais qui pouvait leur servir, des casseroles,
des couverts, des assiettes, des matelas, tout ce que j'avais. J'ai tout donné. J'ai ramené 2-3 bricoles chez mes parents, chez ma mère à ce moment-là, de ce qu'on va dire, tout ce qui était administratif, les papiers, les choses qui ne se jettent pas. Mais tout le reste a été donné. J'ai absolument rien gardé. On va dire que concrètement, quand je suis parti, il me restait 3 sacs à dos, ceux que j'ai emmenés pour aller en Ukraine, quoi. J'imagine que pour être dans l'armée, il faut passer plusieurs tests psychologiques, physiques. Comment toi, ils vont tester tes capacités physiques et mentales? Dans l'armée française, on a un centre de recrutement à la base, un CIRFA, où on va pour postuler, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pour demander à intégrer l'armée en tout cas. Donc le centre d'information et de recrutement des forces armées, qui vont après nous orienter sur un centre de test. Par exemple, pour moi, c'était à Rennes, je crois, de mémoire. Donc là, c'est 2 jours. 2 jours de tests, donc tests médicaux, psychotechniques et physiques. Donc l'aspect le plus compliqué et le plus stressant pour tout le monde, c'est le médical. Pour quelle raison? Parce que c'est là où on peut avoir le plus de refus, en fait, pour c'est un petit problème. C'est ça. Par exemple, quelqu'un qui veut être parachutiste, il a les genoux arqués, bah c'est mort. Les yeux, ça peut être un refus, plein de choses, tu vois. Donc c'est la partie, on va dire, la plus stressante. Le sport, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu t'es préparé, ça dépend de tes motivations. Et ça va se ressentir, je pense, dans tes résultats sportifs. Moi, j'en ai vu beaucoup qui sont arrivés déjà avec des idées un peu farfelues. Je vais être sniper. Ça n'a aucun sens, tu vois. Je n'arrive pas déjà dans un centre de recrutement en disant je vais être sniper, tu vois. Et le gars faisait même pas 5 tractions, tu vois. Donc pour aller dans une troupe d'infanterie, 5 tractions, c'est très léger. Après, honnêtement, sur la saison que j'ai fait, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont un peu détachés en termes de tests physiques. Donc comme quoi, c'est pas forcément le critère premier non plus. Le psychotechnique, je pense que c'est pas trop compliqué. Je sais pas, ça... Comment ils te testent? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est un entretien? C'est comment ça se passe? C'est des tests psychotechniques, ils appellent ça, c'est des tests papier. Comme des évaluations en fait que tu une espèce d'évaluation où tu as des questions. En fait, je pense que c'est un espèce de truc psychologique, des psychologues qui ont créé ce truc-là. Tu réponds à des questions et selon les résultats, il y a des tests de logique, il y a des tests de comportement, des trucs comme ça. Et selon tes résultats, ça donne quelque chose qui te dit si tu es apte ou pas. Honnêtement, je pourrais pas trop te décrire comment ça fonctionne le test psychotechnique. Du coup, toi, tu vas y arriver facilement en fait. Oui, bah, j'ai eu des très bons résultats, tout ce qui était à faire. J'étais apte pour tout, sauf pour les forces spéciales, parce que malheureusement j'avais une petite scoliose justement. Tu rejoins tout d'abord du coup la Légion internationale, mais tu la quittes très rapidement, voilà, à cause de la corruption et des problèmes dans ta compagnie. Peux-tu nous parler en détail un petit peu de cette corruption et des problèmes que tu as pu avoir avec cette compagnie? Déjà, je voudrais faire un petit point. Une aparté, ouais. Vas-y, je t'en prie, vas-y. C'est que la corruption n'existe pas qu'en Ukraine. La corruption, on en a vu en Russie. Nous-mêmes, en tant que combattants ukrainiens, on en voit en Russie, ou on en voit en Ukraine, on en voit partout. C'est juste qu'en temps de guerre, ça se voit forcément plus facilement. Il y a des vices, il y a des actes qui sont présents malheureusement pendant les temps de guerre, parce qu'il y en a toujours qui sont là pour profiter, comme chose que notre officier faisait à la Légion. Il partait à Kharkiv à l'hôtel et il envoyait ses gars au front une semaine sans donner forcément de consignes, de plan de la situation ou quoi que ce soit. Donc un peu à l'aveugle, sans s'occuper des ravitaillements en termes de nourriture, d'eau, etc. Du vol de matériel militaire, d'armement, du javelin. Il y a eu du javelin qui a disparu. Il y a eu une nuit où, en tout cas, moi j'ai eu des informations, je crois que c'était 8 des B, ou 6 sur 8, quelque chose comme ça, mais en tout cas c'était une grosse quantité, pleine nuit, puis ça passe sur le fait qu'ils disent que ça a été consommé sur le front. Alors que pas du tout, ouais. Ça a été sorti du fond, c'était du côté de Barmout. Comment t'as pu, toi, savoir ça? Parce que je crois que c'était en mai, je dirais. J'ai participé à ce qu'on appelle une investigation qui a été faite par le SBU, le service de renseignement ukrainien, un peu l'équivalent de la DGSI française, de direction générale du renseignement intérieur. Et donc, suite à ça, il y a eu des Français qui m'ont contacté, moi j'en ai contacté d'autres, pour faire un peu comment récolter plusieurs informations sur des problèmes qui existaient au sein de la Légion. Le but en fait de cette investigation, c'était pas de cibler les militaires étrangers, c'était de cibler les officiers ukrainiens qui participaient à cette corruption et à certains problèmes de l'armée. Et donc j'ai eu pas mal de Français qui m'ont fait des retours, parce qu'à ce moment-là, ça se savait que j'étais dans ce truc-là, et donc il y a eu des Français qui m'ont fait des retours pour me dire bah écoute,
dans telle compagnie, chez nous on a eu ça comme problème. Des officiers qui sont payés pour parler aux hommes, pour que cette personne-là n'aille pas au front. Donc en gros, le soldat donne sa solde à son officier et il est exempt de front grâce à ça. Donc il y a pas mal de choses du côté russe, c'est pas forcément de la corruption. Mais on a eu des situations où j'ai eu des copains qui étaient avec moi qui ont appris les jumelles et qui ont eu des officiers russes exécuter tous leurs hommes 200 mètres de nous parce que sûrement qu'ils n'avaient pas voulu faire un assaut, quelque chose comme ça. Donc là, c'était tout le monde exécuté. Ah, tu l'as vu toi ça ou Ça, pas? c'était mon collègue de l'autre côté. Mon collègue, un collègue assez proche qui était sur une autre position, pas très loin de la nôtre. Mais il y a plusieurs positions sur le front, on n'est pas tous regroupés forcément. Et donc moi j'avais ma position à un endroit et lui il avait une autre position, on va dire un peu plus au nord. Et il m'avait fait un message pour me dire écoute, hier j'étais à la jumelle, j'ai vu un officier exécuter tous ces hommes pas très loin, 200-300 mètres de nous, quoi. C'est comme ils envoient des salves d'hommes, peut-être 50 hommes d'un coup, en plein découvert, essayer de faire un assaut sans trop savoir où ils vont. En fait, le but de ça, c'est que tous ces hommes-là se fassent zigouiller, mais en même temps qu'ils se fassent tirer dessus, ils arrivent à spotter où ça tire. Donc de où les tirs ennemis arrivent. Oh. En fait, c'est des kamikazes, quoi. C'est. Je veux dire des kamikazes dans le sens un peu du suicide. des cobayes, quoi, en fait. C'est un peu des cobayes. Et puis, si par chance ils arrivent à faire une percée, tant mieux. Ça a plusieurs buts. C'est envoyer du nombre pour essayer de faire des percées, épuiser les munitions ennemies, épuiser le matériel ennemi. Et puis essayer aussi de spotter où sont les ennemis par rapport aux tirs que ça déclenche. Forcément, en riposte, si on voit des Russes faire des assauts sur nous. Et donc là, tu peux savoir qu'il y a des ennemis à tel endroit, des Ukrainiens du coup pour nous, à tel endroit, et ainsi de suite. Et donc après, ils peuvent réorganiser leurs troupes et c'est très soviétique. C'est très soviétique. Et tu sais comment ils choisissent les personnes qui sont du coup des cobayes en fait? Les cobayes qui, tu vois, c'est pas forcément qui choisit pour les cobayes. Ouais, ok. Par contre, j'ai eu une information, je sais pas si elle est vraie, ça je peux pas l'affirmer, donc il faut la prendre un peu avec des pincettes. On la prend tout ça avec des pincettes évidemment. Non, on m'avait expliqué une fois qu'en Russie, il y a la mobilisation, donc ils envoient des courriers aux hommes qui doivent être mobilisés. C'est obligatoire ça déjà? Si on est mobilisé, oui c'est obligatoire. Mais tout le monde n'est pas mobilisé. Il faut recevoir le courrier, et si on a reçu le courrier, c'est obligatoire. On peut pas se désister. Si on se désiste, il se passe quoi? Prison. C'est un crime, un délit, je sais pas dans quel. D'accord. Et prison, après en Russie, je sais pas comment ça se passe, mais peut-être plus, peut-être moins, je sais pas. Je préfère te préciser pour les. Oui, bien sûr. Je trouve ça bien. Comme ça, on a tout le contexte, quoi. C'est ça. Mais donc, en gros, d'après ce que j'aurais compris, là aussi, comme on va dire 3 cercles. On va dire les plus pauvres, les plus démunis, côté Sibéria, etc. Ce sont les premiers à partir. Deuxième cercle, on va dire ceux un peu plus dans les villes, les petites villes, un peu plus classe moyenne. Deuxième cercle. Et les derniers qui partiront, ça sera les plus aisés, les plus riches. Troisième cercle, ceux des grosses villes et qui ont plus de moyens. C'est vraiment ciblé, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque quand j'étais en Ukraine. Injuste, ouais. Une injustice totale, voilà. J'en ai plusieurs qui m'ont dit. Donc peut-être que c'est vrai. J'ai pas une certitude à 100%, mais en tout cas, en Ukraine, c'est ce qui est dit par rapport aux mobilisations russes. Donc, et qui est choisi pour partir, ça dépend du commandant, ça dépend de l'unité, ça dépend de ton commandant. Tu peux avoir un commandant qui, du côté russe aussi, je suppose. Du côté russe, je suppose qu'ils ont des commandants qui sont très bien, très humains et qui veulent pas envoyer leurs hommes se suicider. Et d'autres, ils s'en foutent. Qui c'est, à partir du moment où c'est un soldat et que c'est quelqu'un en dessous de lui, il peut partir. C'est vrai que c'est du cas par cas. En fait, il faut le dire aussi aux gens, même du côté, j'imagine, ukrainien, il y a peut-être aussi des fraudes, quoi. Tu vois, des supérieurs qui aussi abusent de ça et qui ont. Il y a des supérieurs, il y a des mauvais supérieurs partout, il y a des mauvais officiers partout. Il faut le dire aussi, c'est important, tu es sûr. Il faut faire le contraste, il y en a partout des mauvais officiers. Maintenant, j'ai pas connaissance du côté ukrainien d'officiers qui envoient les hommes par vague parce que déjà on n'a pas assez personnel, tout simplement. On a un ratio de 1 pour 7. Donc un ratio de 1 pour 7, ce qui fait que déjà on peut pas se permettre d'envoyer des vagues se suicider. Le personnel en Ukraine est trop précieux. Non, j'ai pas eu des cours en tout cas en Ukraine d'officiers qui envoyaient des vagues d'Ukrainiens se faire flinguer comme ça. Côté russe, oui, par contre, malheureusement. Ils ont beaucoup de soldats, j'imagine. En Russie, c'est énorme. Ils réquisitionnent beaucoup de personnes. En Russie, c'est énorme. En sachant qu'ils ont 1 pour 7 sans avoir réquisitionné tout ce qu'ils avaient à réquisitionner. Donc c'est pour ça qu'ils se permettent des fois un peu. Bon, c'est énorme. Le ratio est pas du tout égal par rapport à ça. Donc ils peuvent se permettre beaucoup plus de choses. Même en termes de matériel, ils ont une pièce d'artillerie. On a une pièce d'artillerie contre 10. Donc les Russes ont 10 pièces d'artillerie là où on en a une.
Donc ils peuvent se permettre d'envoyer de dépenser des obus, etc., etc. Là où nous c'est un peu plus précieux, on doit choisir des zones, malheureusement il y a des zones qui sont moins équipées que d'autres. Le 4 juillet 2023, en voulant penser des infos à ton chef de groupe, dans un autre trou de combat, tu te prends un tir de RPG dans l'abdomen, venant du côté gauche, arrière, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Flanc gauche arrière. Est-ce que tu peux nous raconter cet incident en détail, voilà, du missile que tu as pris voilà, dans l'abdomen jusqu'à ton arrivée finalement. On va dire toute la mission en soi ou ce moment précis? Écoute-moi bien. Pour les gens, je pense qu'il faudrait toute la mission expliquer. Évidemment pas trop précis non plus. Non plus, mais voilà, c'est cool si tu expliques bien aux gens, ouais, voilà, de manière chronologique, idéalement. Ouais. Chronologique, donc à la base. Donc ça débutait soit le 1er ou le 2 juillet, quelque chose comme ça de mémoire. Pour faire simple, la mission, c'était 2 groupes. Un groupe qui prenait l'assaut au nord, en haut, pour faire simple, sur le haut. Ça c'était un autre groupe de la compagnie. En gros, une compagnie, c'est une autre compagnie avec plusieurs groupes, tu vois, on va dire, pour faire simple. Donc il y avait un groupe qui devait prendre un assaut au nord, c'est là où il y avait une position russe. Donc eux devaient faire un combat en combat close, on va dire, un combat rapproché avec les Russes pour les déloger. Et mon groupe à moi, on devait bloquer le flanc est, donc la partie droite, parce qu'il y avait une troupe de para-russes qui était à 1,3 km, parachutistes russes, pardon, qui était à 1,3 km 5 plus à l'est. Et donc on avait peur qu'ils viennent pour essayer de déborder sur la droite et flanquer, ce qu'on appelle flanquer l'unité d'assaut. Donc ça veut dire qu'il y aurait les Russes au nord qui attaquent au sud pour eux, et plus les Russes à l'est qui attaquent du côté flanc est, ce qui veut dire que notre groupe aurait eu aucune chance concrètement. Donc notre mission bloquée à droite, leur mission assaut au nord. Donc quand on arrive sur position, on est déposé par un BMP, donc un véhicule de transport de troupes russe de base, soviétique. On arrive sur un endroit où c'est un grand découvert, et là il y a un Ukrainien qui vient nous récupérer parce qu'en fait c'est un terrain miné qu'on doit traverser. Et que lui connaît par cœur le chemin en fait, à suivre. Il sait où sont les mines placées. Il sait où sont les mines, il sait où marcher, etc. Il sait où mettre les pieds, mais nous on ne sait pas. Donc forcément on le suit. Oh, heureusement. Hein. Donc là la consigne c'est pas dans les pas, en gros on marche dans les pieds des autres. Le gars il pose son pied, il lève, on va le pied derrière lui pour être sûr de ne pas marcher là où il ne faut pas. Parce que les mines, comment elles sont cachées en fait? Tu les vois pas sous terre en fait? Il y a plusieurs types de mines qui existent, il y a un tas de mines qui existent, je peux même pas te dire tellement il y en a, avec des différentes fonctionnalités, avec des différentes fonctions aussi de base, mais celle-ci en tout cas c'était des mines qui étaient cachées sous terre. Et tu marches dessus, paf, ça se passe. C'est pas comme dans les films que tu vois, tu marches dessus, et t'attends, et si tu relèves le pied ça explose, là tu marches dessus ça explose. Donc t'as pas de chance, tu marches dessus. C'est hyper sensible en fait, ok. C'est pas que c'est hyper sensible, c'est que c'est des mines à pression. C'est que beaucoup, on imagine souvent que les mines antipersonnelles, en tout cas les plus connues, qui sont celles en plastique avec un petit bouton, une espèce de petite plateforme noire dessus, celle que tu vois dans les jeux vidéo, etc. Oui, le truc qui est avec ça, avec le bouton rouge, bip. Non, c'est noir souvent, c'est une petite plaquette noire. C'est une petite plaquette noire, ouais. C'est un plastique vert avec une plaquette noire. D'accord. Tu appuies dessus, ça explose. Souvent dans l'imaginaire des gens, on appuie dessus, pour que ça explose, il faut relâcher. Sauf que déjà les Russes sont des professionnels pour modifier les mines et leur principe de fonctionnement. Et la réalité c'est que à peine tu appuies dessus, ça explose. Donc t'as pas la chance de pouvoir essayer de déminer si t'as le pied déposé dessus, que t'as compris, etc. Bref, ça pour dire que tu appuies, ça explose. Et donc il faut faire hyper attention à où tu poses les pieds pour pas dévier un peu la trajectoire. Donc on passe ce champ de mine, on arrive dans les tranchées ukrainiennes, on croise plein d'Ukrainiens, on tape un petit peu à discuter avec eux sur la route, parce que souvent on fait des pauses, parce que le chef de groupe qui lui est ukrainien prend les informations à la radio, ou alors avec des Ukrainiens directement en physique. Et donc pendant que nous on s'arrête, on tape un petit peu à discuter avec les Ukrainiens. C'est aussi pour ça qu'on est là aussi malgré tout. C'est aussi pour les Ukrainiens, pour eux, pour échanger avec eux, tu vois, c'est pas juste pour faire la guerre bêtement, tu vois, c'est aussi pour ce peuple-là, tu vois. Donc c'est aussi important de pouvoir échanger avec eux, peu importe la situation. On échange avec eux quand on est dans l'ouest, du côté de Lviv ou des choses comme ça, où c'est des zones qui ne connaissent pas activement la guerre. Mais c'est aussi important de discuter avec les gars qui sont dans l'étranger, leur donner un petit peu le moral, discuter avec eux, qu'ils sachent qu'il y a aussi des gens qui sont pas forcément ukrainiens, mais qui sont là aussi pour eux. Les étrangers qui viennent, et c'était la première fois qu'ils voyaient des étrangers dans ces tranchées-là, tu vois. Ils étaient contents ou pas Ils étaient hyper contents pour ceux qui arrivaient à parler anglais, tu vois, parce que tous les Ukrainiens ne parlent pas anglais, malheureusement, beaucoup ne parlent pas anglais. Mais ceux qui arrivaient à parler anglais, c'était hyper contents, on discutait, ils étaient intéressés de savoir d'où on venait, pourquoi on était là.
qu'est-ce qu'on allait faire comme mission, et puis nous on leur racontait, ah ouais, bah, nous ça fait tellement, ouais, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'on est là, qu'on est dans cette tranchée-là, qu'on attend. Donc voilà, c'est un échange, c'est hyper sympa, tu vois. Hyper humain, ouais. C'est hyper humain, ouais, c'est très très humain. C'est des échanges qui marquent, ouais, qui te marqueront à C'est vie. hyper humain, alors que c'est marrant parce que c'est marrant, c'est très contradictoire parce que c'est hyper humain, mais en même temps t'as les obus qui tombent, etc. Faut imaginer, parce que je l'ai pas dit parce que ça me paraît tellement logique, mais c'est qu'il y a des obus qui tombent constamment, tu vois. Ça tire, ça tombe constamment, donc en fait tu échanges avec ces gens-là pendant que ça explose de tous les côtés, tu vois. Mais ça ne nous empêche pas de discuter. Parlez quoi, vous discutez, ok, un peu tout, ok, ouais. Et donc on avance et puis on continue, on traverse un petit découvert. Bref, on arrive dans ce qu'on appelle un bunker. Ce qu'on appelle un bunker, c'est un trou dans les tranchées. Il y a les tranchées, et puis sur les côtés, ils font des trous plus profonds, et puis ils mettent des troncs au-dessus, etc. pour protéger. Et donc ça fait des lieux de vie plus larges où on peut se mettre à plusieurs et être à couvert. Et là on était très nombreux, on était entassés les uns sur les autres, on n'avait même pas de quoi mettre un pied au sol. Et puis on nous dit la mission est annulée pour ce jour-là. Donc on nous dit retour en arrière. Donc on recommence le trajet en arrière, la tranchée, etc. Sauf que là, quand on arrive au champ de mine, il n'y a plus l'Ukrainien qui nous guide. Donc la mission est annulée. Donc on fait le chemin inverse. On traverse la tranchée dans le sens inverse. On réarrive sur le champ de mine. Donc sans l'Ukrainien pour nous guider cette fois-ci, qui était resté dans les tranchées. Et donc là, il y a 2 choix. Soit on traverse le champ de mine sans savoir où on marche, soit on prend une route qui est un chemin de terre battu, où on sait qu'il y a des véhicules qui passent, donc il n'y a pas de mine forcément, mais on ne sait pas où ça mène. Donc le choix n'est pas évident, parce que même si c'est plus safe à gauche, si on va quelque part où on ne sait pas où on va, c'est pas forcément mieux, tu vois. Ça nous ramène sur des endroits où on ne va pas être, c'est pas terrible. Et donc la discussion se fait entre nous, on en discute. Puis on entend un premier tir d'artillerie tomber, mais pas trop proche non plus, donc on s'inquiète pas plus que ça. Donc on continue de discuter, de débattre, on se prend un peu la tête, savoir qu'est-ce qu'on fait, hein. C'est des discussions un peu virulentes des fois quand c'est comme ça. Puis il y a un deuxième tir d'artillerie qui arrive, cette fois-ci il était beaucoup plus proche, donc là on comprend que c'était pour nous, que c'était ciblé. Et donc là on se met tous un coup de pression, on se dit bon les gars, il n'y a pas à discuter, soit à droite, soit à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a décidé de prendre le chemin de route de terre qui était non miné, parce que c'était notre plus grosse chance de survie, surtout en sachant que si on prend un champ de mine avec un obus qui tombe, ça fait un peu explosion en chaîne, etc. Des fois c'est pas mieux. Même ça fait du coup une pression qui peut aussi vous impacter en fait après, quoi. Ça, en fait, c'est que si ça explose une, ça peut faire une explosion en chaîne, tu vois, ça peut faire plus désastre. Ça dépend si elles sont rapprochées ou pas, ça dépend de plein de choses. Les dispositions, ouais. Mais le risque était trop élevé, donc on a pris ce chemin de terre. Et puis là, ils ont changé de méthode de tir. À la base, une pièce d'artillerie simple. Là, ils sont passés sur un véhicule qu'on appelle le grade. Donc là, c'est un véhicule avec à l'arrière plusieurs obus, plusieurs ogives. Donc ça veut dire qu'il les tire en même temps. Il tire, je sais pas combien, ça dépend sûrement des véhicules, ça dépend de la configuration, mais ça peut tirer peut-être 10 obus en même temps, tu vois, à un moment. Et en plus, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent plusieurs véhicules côte à côte. Un qui tire, un qui recharge, l'autre qui tire, l'autre qui recharge, ainsi de suite, comme ça, le tir est toujours continu. C'est un tir soutenu, donc qui empêche de réfléchir, qui empêche de riposter. En fait, on peut rien faire, en fait, concrètement, on peut juste courir, sauter au sol, se jeter au sol, courir, se jeter au sol, et ainsi de suite. Et donc, la procédure habituelle dans ce genre de situation, c'est que quand on se met au sol, on rentre la tête dans les bras, on rentre les coudes, on rentre les genoux, on se fait la plus petite cible possible, parce que le problème, c'est pas forcément l'explosion, c'est pas forcément l'impact en tout cas, parce que si on prend l'impact sur soi, on est mort. La discussion possible, j'ai beau être un miraculé le plus chanceux du monde, ça ne m'aura pas sauvé pour ce coup-là. Pourquoi c'est quoi? C'est le fait que ça explose, du coup ça désintègre, ou c'est vraiment les éclats qui vont qui te tuent en fait parce que... Les deux possibles. Par exemple, on défait un collègue, Derek, un de mes meilleurs amis. Il a perdu quelqu'un. C'est ça, qui était un Américain. Lui a eu un obus qui a explosé dans son dos, donc très très proche, distance qui fait qu'il n'a pas pu survivre, il n'avait aucune chance qu'il survive. Donc toutes les configurations sont possibles. Si ça touche directement, bon déjà c'est que t'es le pire poste du monde. Mais si ça touche directement, du coup on ne retrouvera rien de toi déjà, concrètement. Voilà. C'est tellement puissant que... Du coup Derek, on a j'imagine parfois son corps. Derek, on a retrouvé parce qu'en fait c'était pas directement sur lui, c'était peut-être à 4-5 mètres derrière lui. C'était assez proche pour le tuer sur le coup. Les yeux étaient sortis des orbites, les jambes étaient coupées, retournées dans le sens inverse. Tu l'as vu ça du coup?
Moi, je l'ai pas vu parce qu'il a été récupéré le lendemain où moi j'ai été blessé. Et non, même pas, je dis une bêtise, lui il a été blessé le 13. On m'a dit qu'il avait disparu le 13 juillet et on a retrouvé son corps le 14 juillet. Moi j'ai été blessé le 4 juillet, donc il a été blessé sur une autre mission. Donc j'ai pas vu son corps ni quoi que ce soit. Tu l'as plus jamais revu en fait après ta blessure, quoi. Non. Moi je me rappelle que je me suis réveillé du coma, il devait être peut-être le 10 ou le 11. Et le lendemain, le premier truc que j'ai appris en revenant du coma, en gros, c'est que mon pote avait disparu. Coma qu'on parlera juste après, enfin les gens n'ont pas le contexte parce que tu vas parler juste après, pourquoi tu es dans le coma. C'est ça. Mais voilà, ok, donc horrible. Donc voilà, donc en gros, si ça te tombe sur toi, tu es désintégré. Si ça tombe très proche, t'as aucune chance de survivre quasiment. Si ça tombe un peu plus loin, tu peux survivre, mais tu peux aussi mourir parce qu'il y a ce qu'on appelle la shrapnel, des morceaux d'éclat, des éclats de métal. Donc l'obus, quand il explose, il se désintègre et il fait des morceaux. Qui se transperce en fait le corps, quoi. Ouais. C'est projeté à une vitesse telle que ça te traverse et soit tu survis et t'as des morceaux de métal un peu partout, soit tu meurs et tous les scénarios sont possibles en fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Ça peut te traverser et juste te couper une artère et tu meurs parce que tu te vides. Alors que la blessure en soi, elle est assez superficielle, ça peut être n'importe quoi. Et donc voilà, petite cible pour éviter de recevoir ces morceaux de shrapnel. Et puis on se lève, on saute au sol, on se lève, on saute au sol, ainsi de suite, ça continue. À chaque fois ça tire, on entend le départ. On sait qu'on a quelques secondes pour réagir, pour se mettre au sol. Il n'y a rien pour se mettre à couvert. On est sur un chemin, donc concrètement, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de fossé, il n'y a rien, quoi. C'est juste de la chance. Là, à ce niveau-là, c'est juste de la chance de prendre sur soi ou pas. Et donc, plus on court, plus on entend que les tirs se rapprochent. Vraiment proches. L'avant-dernier tir qu'on a pris, je me rappelle que quand j'avais ma tête dans mes bras au sol, la tête contre le sol aussi, j'ai eu ce flash dans les yeux, cette lumière, parce que c'était en pleine nuit en plus. J'ai eu cette lumière dans les yeux et là j'ai compris que c'était très 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 proche. Et on a tous compris même que c'était tellement proche qu'on ne survivrait potentiellement pas la prochaine qui est tombée. À ce moment-là, on avait certains camarades qui avaient un peu plus de mal à courir que d'autres. Mon camarade Ivan, mon pote ukrainien qui était dans notre groupe, il n'arrivait plus à courir concrètement. Et dans ces situations-là, il y a ceux qui pensaient leur survie et ceux qui vont quand même essayer de sauver le maximum de personnes, ou en tout cas d'essayer d'aider les copains. Et donc là, avec un ami, on était deux à essayer de pousser Ivan. On était derrière lui, puis concrètement, on le poussait, voilà, comme si c'était un meuble ou je ne sais quoi. On essayait de le pousser pour le faire courir. Et je sais pas vraiment le souvenir de savoir si on s'était parlé ou pas, mais je me rappelle juste quand c'était tous compris au regard, à la façon que les gens paniquaient ou interagissaient, qu'on était sur une fin, quoi, concrètement. Tu l'as vraiment ressenti dans le... Ouais, c'était... moi, intérieurement, je le savais déjà. Quoi. Pour moi, je le savais déjà, et puis en fait, je pense que si moi je l'ai compris, tout le monde l'a compris en fait. Quoi, il y a un instant où vous réalisez tous, en fait, vous regardez tous. Ouais, déjà, on avait déjà commencé à comprendre, dans les fois d'avant, on avait déjà compris que ça commençait à se rapprocher. Et on entendait bien dans la voix de tout le monde que ça devenait une urgence plus. C'était vraiment... tout le monde disait, voilà, là, faut y aller, c'est de plus en plus proche, on va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, tu vois. Ça se rapproche au fur et à mesure. Et la dernière, je me rappelle que tout le monde était au bout de souffle, on était KO. On n'avait pas forcément parlé, mais dans le regard des autres, c'était comme un petit au revoir, tu vois, quand c'était tous fait. Un petit adieu. Ouais, par un miracle ou par chance, peu importe le terme qu'on donne à cet événement, on l'a trouvé, on est atterri sur le véhicule qui devait nous récupérer, qui devait nous sortir de cette... Comme ça, il a spawn comme ça. Il a pas spawn, il était... Quand je dis qu'il n'y avait pas d'arbre, c'est qu'il n'y avait pas assez d'arbres pour se cacher, mais c'est comme s'il y avait un arbre, en fait c'est comme s'il y avait une ligne d'arbres, tu vois, juste un arbre, les uns après les autres, tu vois, mais rien qui nous couvre, tu vois. Et à un moment donné, il y avait une espèce de petit bosquet sur la gauche, un peu plus loin. Et en fait, il y avait le véhicule qui était caché derrière ça, en fait, qu'on voyait pas, tant qu'on n'était pas à 20 mètres, tu vois. Et donc, sur les derniers mètres, qu'on arrive à peu près de plus en plus proche de ce petit bosquet, et qu'on se dit, bon, on va se mettre là-dedans, on sait pas trop ce qu'on va faire, en fait, concrètement, on n'avait pas forcément beaucoup d'espoir de survivre. On voit ce véhicule, ce BMP soviétique, donc un blindé de transport de troupes sur lequel on monte dessus, et pas dedans. Question pratique, question d'efficacité au combat et beaucoup de choses. C'est très restreint à l'intérieur, c'est très petit, donc c'est compliqué de rentrer, on prend beaucoup de temps, c'est difficile de mettre les armes. Et s'il faut sortir d'urgence, c'est pareil, c'est une galère. Donc on monte dessus, comme ça c'est simple, c'est efficace. Donc j'aide tous mes collègues à monter dessus parce qu'on est très chargé. Il faut imaginer qu'on est très très lourd. On a des sacs avec des munitions, on a une tonne de munitions. On prend des munitions pour nous, donc déjà on prend beaucoup de munitions, de quoi faire
vingtaine, trentaine de chargeurs. C'est très très lourd l'émission. Au cas où. Au cas où on a du combat et que ça doit être du combat plus long qu'on peut l'imaginer. On prend aussi les munitions de tout ce qui est les armes type mitrailleuse, donc les armes un peu plus lourdes qui sont là pour faire baisser les têtes, qui consomment beaucoup plus aussi. Donc on peut pas laisser le copain qui est de cette spé là prendre toutes les munitions parce que ça serait importable, donc on les sépare aussi dans nos sacs. On a ça, moi j'avais un AT4 en plus, donc un AT4 c'est un anti-tank, j'avais mon arme, mon sac plus un anti-tank sur moi qui pèse aussi je crois 7 ou 8 kilos, donc on était très lourd, donc pour monter sur le véhicule, mine de rien déjà on était fatigué de la course qu'on avait fait, on était KO, et puis c'est pas évident de monter sur un véhicule comme ça, blindé, en passant par des chenilles et faut chevaucher, donc je les aidais pour monter. Puis comme j'étais le dernier à monter forcément, en ayant aidé tout le monde avant, je vais pour mettre le pied sur la chenille et là le pilote part à ce moment-là, donc moi je me jette en arrière pour pas me faire écraser par le véhicule tout simplement, et là le pilote lui il était aussi dans l'urgence, il savait la situation, il avait compris la situation, il voyait bien les tirs qui tombaient, etc. Il voulait pas s'arrêter, concrètement les collègues lui disaient de s'arrêter, il voulait pas, il continuait, et ils ont réussi à le raisonner pour qu'il s'arrête pour me récupérer, parce que sinon je restais tout seul à cette... Là tu penses que ça aurait été fini pour toi? Là en fait j'avais déjà repéré un petit groupe d'Ukrainiens qui s'était mis dans un espèce de bosquet un peu plus loin, et dans ma tête je me suis dit je vais aller rejoindre ces Ukrainiens là, on va peut-être mourir tous ensemble là-bas, mais je serai pas tout seul à ce moment là, mais j'avais pas de radio, j'avais pas de moyen de communiquer avec mon groupe, j'avais pas quoi que ce soit en fait, donc si j'avais atterri là-bas ça aurait été compliqué, j'aurais dû partir avec ce groupe là et aller là où ils allaient, donc un peu perdu tu vois à ce moment là, donc là, t'as plein de scénarios qui sont dans ta tête. À ce moment-là, ça va très très vite les scénarios. Donc en gros, ils m'ont récupéré avec le véhicule, je monte dessus. Faut imaginer que c'est des véhicules où il n'y a pas beaucoup de place pour s'agripper parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Il y a très peu de prise. Donc on est souvent à la main sous le collègue pour attraper quelque chose derrière lui, etc. Que lui ne peut pas avoir. Le fait est que c'est du terrain accidenté forcément qu'on traverse. C'est de la forêt, c'est plein c'est des bosses de partout. À un moment donné, on prend une bosse qui nous a tous fait voler un peu projeté en l'air. Et j'atterris sur le bras de mon camarade Laté qui avait mis sa main sur moi pour s'accrocher. Et j'y casse le bras au passage. Donc là, compliqué pour lui pour se tenir au véhicule, sachant que c'est très difficile de se tenir. C'est physique, c'est très physique. Et donc je me retrouve à devoir le tenir lui, plus moi en même temps sur le véhicule, donc une vraie galère. Ça se passe bien quand même malgré tout, on arrive là où on devait être déposé, puis on passe la nuit dans une petite baraque pas très loin du front, avec 2 pièces d'artillerie juste à côté de la baraque qui tirent toute la nuit. C'est insupportable. C'est terrifiant, mais ok. Ouais. Terrifiant, mais c'est chiant pour dormir. Quand c'est vraiment à côté de la maison comme ça fait beaucoup de bruit quand il y a une pièce d'artillerie qui tire. Donc, puis on n'avait pas de place, on avait un canapé pour 12, je crois. Et vous, par terre, du coup, vous avez dormi partout, sur des chaises, par terre, les uns sur les autres. On dort comme on peut, tu vois. On était KO, donc on dormait comme on pouvait, tu vois. J'ai des petites photos de ça, c'est marrant. Vous arrivez juste à une question vraiment con, mais que là j'ai pensé à l'instant, qui n'est pas du tout sur mes notes. Vous arrivez à maintenir un peu l'hygiène ou pas du tout C'est compliqué en vrai de se doucher, etc. De se laver les dents, les trucs basiques. Un truc très militaire, c'est les lingettes. Les lingettes corporelles, c'est les lingettes pour nettoyer les bébés, tout comme ça, tu vois. Quand t'es en front, et que t'as pas la possibilité de te nettoyer, etc., tu prends une petite lingette, tu te nettoies le front, tu te nettoies les mains, partie intime, tu vois, ce que tu peux. Après, je vais pas dire que l'hygiène c'est la priorité non plus, tu vois. Ça dépend des situations, mais il y a des moments où tu peux pas. Et tu restes plusieurs jours ou autant de temps qu'il faut sans te laver, quoi. En tout cas, ce qui est sûr sur le front, c'est que t'auras pas mieux qu'une lingette pour te nettoyer, quoi. Et après, une fois qu'on est un peu plus en arrière du front, là, oui, il n'y a pas de souci, on arrive à trouver des sources d'eau, des puits, des bouteilles, peu importe, on fait avec ce qu'on a, quoi. Ok, du coup, on s'est littéralement égaré par rapport à ma question, mais je sais pas, ça m'a un peu percé l'esprit, là. Donc voilà, on parlait de quoi déjà On parlait de, oui, donc voilà. La maison où on dormait, donc... Exactement, voilà. Donc le lendemain, on doit refaire cette mission-là, cette fameuse mission où un groupe prend le nord et nous l'est. On reprend le chemin miné, on se refait guider, on retraverse les tranchées, on arrive dans un petit bosquet de forêt, une petite lisière de forêt, où là, il y a un russe qui commence à me tirer dessus avec une Live Night, une MK19. Concrètement, vulgairement, c'est un gros lance-grenade. C'est pas le lance-grenade d'épaule comme on peut voir dans certains films. C'est vraiment la grosse machine où on pose avec un trépied au sol. Ça pèse 1 tonne, je crois que ça pèse 40 kilos. On pose sur le trépied, on met pas un tambour, mais un bac à grenade sur un côté. Et là, ça enchaîne. Tu les enchaînes, quoi.
Et donc nous on trouve des trous de combat, on se met dans le trou de combat pour se mettre à couvert. Il y a le drone ennemi qui passe au-dessus de nous pour essayer de voir dans quel trou on est, où est-ce qu'on est, etc. Et puis dans ce trou de combat là, j'ai Léon, mon camarade français, petite dédicace à lui, qui me dit je crois qu'on est assis sur un cadavre. Et là je dis je sais pas, c'est possible, il y avait une odeur, tu vois, une odeur particulière, tu vois, mais on ne voyait pas, tu vois, mais c'est assez courant en Ukraine, malheureusement il y a beaucoup de cadavres qui sont enterrés pas par l'homme, mais avec le temps, avec les débris, avec les explosions, etc. Mais qui recouvre en fait les débris, tout le... Ou les cadavres, D'accord, ouais. c'est ça. Donc il y a quelque chose donc, j'ai pas forcément dit parce que c'est pareil, ça me paraissait évident, mais ça ne l'est pas. C'est qu'il y a des cadavres partout, concrètement, qui jonchent le sol partout, dans les tranchées, sur les côtés des tranchées. Quand les assauts viennent d'être faits, ils sont encore dans les tranchées. Et puis quand il y a un peu de temps, on les sort des tranchées pour question d'hygiène, pour pratique. Et puis parce qu'on n'a pas envie d'avoir un cadavre dans les pieds quand on marche non plus. Même si bien souvent, malheureusement, on doit marcher dessus. Et donc il y a des cadavres vraiment partout, tout le temps. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Et puis, donc, bon, on laisse se défouler sur nous. Hein. Il s'éclate avec sa Mac 19. On voit bien qu'il est en train de tirer de tous les côtés, à peine de partout. Puis, bah, non, on tape, discute avec les collègues dans les deux partout qu'on va. Puis, on discute, on prend des petites vidéos du truc qu'on va. On s'occupe où on peut, tu vois, parce que de toute façon, t'as pas de pouvoir à l'instant T, tu vois. T'as rien à faire. Concrètement, tu peux rien faire pour la situation, tu vois. Donc, on s'occupe où on peut. Ceux qui fument une cigarette. On part raconter nos vies, puis voilà, bref, le temps passe, on reste peut-être 2 heures dans le trou, puis le gars se calme, le russe a peut-être eu marre ou plus de munitions, je sais pas, mais il arrête. Puis on reprend la progression, on arrive dans une grosse forêt. Dans une grosse forêt où là il y a beaucoup d'Ukrainiens. Pour certains, je sais pas trop pourquoi ils étaient là, mais c'était pas des tranchées, donc ce qui venait pour supporter notre assaut, je ne sais pas. Bref, il y avait beaucoup d'Ukrainiens, on nous reprend les hauteurs, c'est une espèce de cuvette. Et donc dans cette cuvette là il y avait des espèces de plateaux en hauteur où on s'assoit le temps de recevoir les ordres parce qu'on n'avait pas encore complètement tous les ordres, on n'avait pas reçu l'ordre en tout cas d'engager l'assaut et d'engager la progression et ainsi de suite. Et pendant ce temps d'attente on sent qu'il y a les Russes pas loin, tu vois. Et Comment tu le sens? Parce que t'entends les tirs? Non, parce qu'on en a vu. On en a vu traverser au loin un petit peu. Tu vas les voir? À l'œil nu, on les voyait. À l'œil nu, carrément, d'accord. On savait pas si eux nous avaient vus ou pas, tu vois. On savait pas à ce moment-là s'ils nous avaient vus ou pas. Mais ça, il y avait du mouvement. Il y avait du mouvement en face. C'était particulier. Puis il y avait des bruits à certains endroits aussi, dans les endroits où il n'y avait pas censé avoir du monde, tu vois. Où il n'y avait pas censé avoir de position russe, où on sait pas du coup si on est en train de se faire déborder, ce qu'ils sont déjà au courant. Bref, donc le fait est que on attend quand même un bon moment, malgré tout. Toujours avec les obus qui tombent de tous les côtés. C'est sur mes réseaux sociaux, c'est là où on voit certaines vidéos où il y a des obus qui tombent et moi je suis allongé dans la forêt à tout ça. Ces vidéos, c'est terrible. Je pense que je peux les mettre pas sur un seul. On entend juste en fait les bruits que je vous mettrai du coup maintenant. Moi ça m'a fait un peu, j'ai une boule au ventre quand je ça donne pas bien, c'est fait avec l'iPhone et ça donne pas très très bien. Bon c'est pas grave, c'est juste pour que les gens aient une image, je la remettrai. Et voilà, du coup c'est le moment où je suis couché dans la forêt, je prends des petites vidéos, pareil encore une fois, rien de spécial à faire, tu vois, on attend. Et puis les ordres sont donnés. À la base, le groupe d'assaut devait attendre que nous prenions la position de l'Est pour couvrir et eux après prendre l'assaut. Ça se passe pas forcément comme prévu. On sait pas si de leur côté ils ont été spotés, ils ont été vus par l'ennemi ou pas. Mais le combat commence à gauche, partie gauche, le combat commence. Nous, on trouve pas la position qu'on devait prendre. On devait trouver un véhicule blanc en lisière de forêt. Sauf qu'on n'avait aucune indication de savoir où il était, comment y aller, etc. Les drones n'arrivaient pas à nous voir de dessus parce que la forêt était trop dense. Et donc là, nous, on commence à être bloqué à un moment donné. On ne sait pas où on progresse, on ne sait pas si on va du côté des Russes, si on va du côté de là où on doit aller. Donc avec Ivan, le chef de groupe ukrainien, on s'arrête. Et puis là, il me dit Max, est-ce que tu es d'accord de suivre K2 pour faire la reconnaissance et essayer de trouver le véhicule? Et voilà, bon, j'ai quelques secondes de réflexion quand même dans ma tête. Je me dis, bon, à 2, c'est quasi suicidaire, tu vois. Mais en même temps, envoyer le groupe entier sans vraiment savoir où on va, c'est pareil, c'est pas non plus c'est pas mal non plus, tu vois. Donc je dis ok, mais je laisse mes affaires là, tu vois, j'y vais en léger, tu vois, comme on dit, j'y vais en léger. Donc je demande à mes collègues de garder mon sac, de garder mon AT4, mon anti-tank, etc. Et là, avec Ivan, on part à 2 dans la forêt avec les combats qui sont en train de se faire. Et on a pour cette mission de trouver ce véhicule en bord de forêt, en lisière de forêt. On sait pas trop comment on y arrive, on finit par le trouver, on marche un peu n'importe où, on tire dans les trous de combat qu'on trouve au cas où qu'il y ait de l'ennemi, on sait pas trop qu'est-ce qui est par ici, etc. Donc dans le doute on tire.
On tire quoi? Enfin, n'importe quoi. En fait, c'est des trous, on voit pas forcément ce qu'il y a dedans, on tire dans le trou. On sait pas s'il y a quelqu'un en bas, mais dans le doute, on tire dans Des le trous trou. ouais, qui sont vraiment dans le sol? Ouais, dans le sol, ouais. Dans le sol, c'est des trous faits par l'homme pour se cacher, tu vois. D'accord, ok. Et donc, sachant pas si c'était là où étaient des Russes ou pas, peu Au importe. cas où, ouais. On sait qu'il n'y a pas d'Ukrainiens. On sait que c'est une zone où il n'y a pas d'Ukrainiens. Donc on peut pas faire de tir fratricide à ce moment-là. On sait qu'il peut y avoir que potentiellement des Russes. Donc à ce moment-là, on se décide par sécurité de tirer au cas où, tu vois. On rentre pas dans les trous, on n'a pas le temps de rentrer dans les trous, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et puis on traverse la forêt, on trouve ce véhicule, on se dit ok, bon, on retourne chercher le groupe. Donc on arrive à se faire entendre par nos collègues assez discrètement, ils nous disent ok, on est là. Et là, ils nous disent les gars, ils disent à Ivan, du coup le chef de groupe, ils disent les gars, le groupe Edar, notre groupe de la compagnie qui est en train de faire l'assaut, nous demande d'avancer en ligne avec eux, donc progression en ligne pour déborder les Russes. Donc en gros, ils voulaient qu'on fasse l'assaut avec eux, ce qui n'était pas la mission de base. Nous, on devait bloquer le. C'est en reconnaissance, vous, de base, non? Non, à la base, mais la reconnaissance, c'était un truc à part qu'on a fait pour essayer de trouver le véhicule. Ah oui, pardon, oui, le camion. De base, c'était de trouver le flanc est pour bloquer. Pour bloquer les paras qui pouvaient être à l'est. Et là, Ivan, il dit non, on n'y va pas. Et il dit non, on n'y va pas, c'est pas notre mission. Désolé pour le groupe qui est en train de faire l'assaut. Sûrement qu'on aurait pu les aider. Mais si les Russes débordent sur le flanc est, on est tous morts. Nous, on est morts, ouais. On est tous morts, c'est pas juste eux, c'est tout le monde. Tout le monde, d'accord. Donc il dit non, on suit pas, malheureusement. Le fait est qu'il y a eu 12 morts en 10 minutes de leur côté pendant le combat. Et malheureusement, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou pas si on y avait été? Peut-être que oui, peut-être que non, on peut pas savoir, tu vois. Mais c'est triste à dire, mais les ordres c'est les ordres et la mission c'est la mission. Toi, t'es obligé de respecter ça, ouais. La mission est précieuse, la mission c'est très précieux, c'est comme quelque chose c'est quelque chose qu'on ne peut pas déroger, tu vois. On a une mission, il faut la faire. Donc on va prendre nos positions, on arrive au véhicule blanc et là on s'aperçoit que c'est un endroit miné en fait. C'est un lieu miné qu'on nous avait pas dit à la base. On trouve des véhicules anti-tank au sol, des terrés qui sont posés au sol. On voit que c'est aussi une ancienne position russe qu'on nous avait pas dit non plus. Donc ce qui dit ancienne position russe dit position piégée aussi, bien souvent, avec des fils pièges et des trucs comme ça. Et donc là à la base on devait entrer dans ce bosquet de forêt pour avoir plus de visu sur le flanc est. Et avec Ivan, on en discute tous les deux, avec Léon aussi. Et on décide de ne pas rentrer dans ce bosquet-là sans savoir ce qui nous attend. On ne pourrait pas prendre le risque d'aller sur une position piégée et minée sans avoir le matériel pour ou le temps pour non plus. Donc on réagence le groupe, on refait en sorte de remettre les personnels là où il faut pour pouvoir avoir un maximum de visu sur notre mission. Mm-hmm. Et donc on positionne, voilà, on a fait 4 groupes différents, avec 4 positions différentes à observer. Voilà, ça se passe bien. Bon, après l'artillerie qui tombe, etc. Puis la nuit arrive, et puis quand c'est comme ça, du coup pendant ce temps-là, nous on fait des trous, on creuse nous-mêmes des trous. On avait pris des PLUS, on appelle les PLUS des petites pelles très très petites qui se plient pour faire des trous. Et chaque groupe faisait son trou pendant qu'il y en a un qui surveille, un fait un trou. Le but est de se cacher des tirs d'artillerie. Un tir d'artillerie, en fait, souvent, quand un obus tombe, l'explosion fait un cône, en fait, qui va vers le haut. Alors si on est sous terre, on n'a pas de risque de se faire toucher, en fait. Donc le but est de faire des trous pour secourir les obus. On fait ces trous-là, il y en a un qui dort, un qui surveille par la suite. Puis pendant la nuit, je me rappelle qu'on a des chars russes qui passent à côté de notre position à 10 mètres, parce que c'est un très petit bosquet de forêt qu'on avait. On voit pas, quoi. Ils ne nous voyaient pas parce que nous, on était cachés dans cette bosquet-là. Mais nous, on était assez proches pour entendre les gars parler, pour tout ressentir, en fait. Le véhicule, à un temps, quand ça passe à côté de toi, ça fait vibrer le sol, c'est impressionnant, en fait. C'est très... Tu sens que c'est puissant, tu vois. Tu sens que c'est très puissant. Et donc, on entend 2-3 passer dans la nuit à côté de nous pendant notre chouf, ce qu'on appelle une chouf, notre garde. Et on peut pas les engager. C'est trop proche déjà. Si on pète le véhicule aussi proche que ça, on a un risque aussi. Et puis on peut pas engager un combat sans savoir ce qu'il y a derrière, combien ils sont, etc. Nous on n'était pas très nombreux non plus, on n'était que 12 à ce moment-là. Donc on sait qu'ils partent du côté russe. Ils partent pas du côté ukrainien. Donc on sait que c'est pas pour nous taper, tu vois. Bref, le matin arrive. Le matin c'est 3-4 heures du matin, il commence à faire jour à ce moment-là. Et la relève ukrainienne, le groupe d'Ukrainiens qui avait nous relever sur les positions, arrive, je vois qu'ils sont dans la forêt, ils sont en train de marcher, ils arrivent vers nous.
Et donc là, je dis à mon collègue, à Léon, encore à ce moment-là, parce que j'étais dans le même trou que Léon, je dis à Léon, bah écoute, je vais aller voir Ivan dans son trou à lui pour prévenir que les gars arrivent pour qu'ils soient positionnés, pour pas qu'ils restent en tas n'importe comment, n'importe où, tu vois, c'est dangereux pour tout le monde. Ils peuvent être spotés par un drone, ils peuvent prendre un tir d'artillerie dessus, etc. Toi, en sortant là, tu prends un gros risque du coup là. On prend toujours un risque. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais là, tu prends un énorme là. Je prends un risque un peu plus que les autres parce que le problème c'est que comme la forêt était piégée, on ne peut pas trop rentrer dedans. Donc on marchait on va dire en bord de forêt, mis sur le chemin, mis sur la forêt, donc à moitié découvert. Donc un peu plus risqué, tu vois. J'arrive au trou de combat de Ivan et puis l'autre Ukrainien qui était là. Je le préviens, je dis ok les gars sont arrivés, prenez vos mesures pour les mettre là où il faut, quoi. Faites comme vous voulez, mais il faut les positionner, quoi, parce que là ils sont en tas et c'est pas bon, tu vois. Il me dit ok, pas de souci, puis moi je repars sur mon trou, donc je reprends le même chemin, etc. Je marche, et puis en marchant j'entends un tir de RPG, donc dans son cadre soviétique. J'entends un tir de RPG partir, et puis je sais pas trop si c'est en même temps, ou je pense que même j'étais déjà par terre avant d'entendre, je sais même pas dans quelle heure ça s'est fait. C'est tellement flou dans ta tête que tu sais plus. C'est flou, c'est que ça va trop vite en fait. T'as pas le temps de te rendre compte. Je sais juste que je suis par terre, je me suis pas senti tomber, je me suis pas senti tomber. J'ai pas. Avant, tu te souviens? Je me souviens d'être par terre, je me souviens pas d'être tombé, j'ai pas la sensation de tomber, j'ai pas. Est-ce que c'est pas effacé ta mémoire peut-être? Non, je pense que c'est comme quand tu prends un KO, je sais pas si t'as déjà pris un KO dans ta vie. Non, mais. T'es par terre, tu te rends pas compte et en fait c'est une fraction de seconde, tu vois, que tu tombes c'est une fraction de seconde, mais c'est une fraction de seconde où ton cerveau va pas enregistré, tu vois. Et tu te retrouves par terre et puis là tu comprends pas forcément, donc moi j'ai entendu le bruit, je suis par terre, je relève la tête, je tourne la tête à gauche et puis là je vois mes intestins donc au sol, étalés au sol. Et puis je regarde un peu plus bas, je vois aussi ma jambe gauche qui était à moitié arrachée, je voyais l'os et puis un peu tout qui était explosé de tous les côtés. Donc là tu t'es fait ouvrir traverser l'abdomen quoi. C'est ça, je me suis fait traverser l'abdomen. Et elle a pas explosé dans ton corps? Non. Elle a vraiment traversé. Elle a traversé, c'est ça. Mais comment c'est possible? Parce que c'est quand même énorme, enfin... C'est pas si énorme une roquette l'antipersonnel. C'est de l'antipersonnel que j'ai pris, donc c'est pas si énorme. Ah d'accord, parce que moi j'imaginais, tu sais, le gros truc, tu sais. Non, ça c'est l'anti-char, c'est plus gros. Ça a peut-être ça de circonférence, mais un antipersonnel c'est peut-être ça, tu vois, c'est pas énorme. Quand même vachement gros game. Tu le sens quoi. Si tu compares ça à une balle de fusil, c'est 10 fois plus gros, ça n'a rien de comparable, tu vois. Tu l'as senti d'ailleurs passer, tu te rends compte ou pas? Ou non, vraiment ton cerveau annule l'information? Non, ça va trop vite, tu peux pas comprendre, ça va tellement vite que tu peux pas, je pense que c'est même pas possible d'assimiler la douleur, l'impact, etc. Tu vois. Ton cerveau du coup qui a annulé la douleur pour te protéger. Ça, vraiment la douleur, abdominale, j'ai pas eu trop de douleur. La seule douleur que j'avais vraiment c'était le bassin, parce que j'ai eu le bassin qui a été explosé du coup, qui a été fracassé. Mais c'était selon la position où on me posait, tu vois. Si j'étais bien posé, ça me faisait pas trop mal, si j'étais mal posé, c'était à l'enfer, tu vois. Donc le cerveau n'enlevait pas la douleur, je pense qu'il y a eu trop de nerfs qui ont été arrachés, il y a beaucoup trop de choses qui ont été arrachées d'un coup, ce qui fait que... T'as rien senti? Plus rien, tu vois, il n'y a plus de sensation. Oh là là, putain. Et donc là, je vois mes intestins au sol, je vois que c'est pour moi, je comprends la situation, je comprends qu'il y a un gars qui m'a tiré dessus, et je vois mon cerveau à ce moment-là, il annule un peu tout ce qui est autour, il comprend que ce qu'il voit, tu vois. Je vois un Ukrainien en face de moi, je lui demande de l'aide, il me dit non, donc fait un signe de tête, il me dit non. Ah ouais, oui, le cerveau comprend qu'il y a un gars derrière, un gars devant, celui derrière veut me tuer, celui devant veut pas m'aider, tu vois. Donc dans ma tête, la seule option qui me restait, c'était de me finir moi-même, tu vois. Par honneur, par tout ce que tu veux, j'ai pas envie de me faire finir par mon ennemi, tu vois. Donc dans ma tête, j'étais en train de me dire, bon bah là c'est le moment, y a pas à réfléchir, faut prendre la calache et se mettre une bastos, tu vois. Et j'ai pas trouvé ma calache. Est-ce qu'elle a volé quand j'étais avec l'impact? Est-ce qu'elle est tombée en dessous de moi? Est-ce qu'elle est tombée à mes pieds? Et comme je peux pas bouger, dans tous les cas j'étais paralysé, j'avais que les bras et la tête qui fonctionnaient. Peu importe, j'ai pas trouvé cette calache là à ce moment-là. Et puis mes collègues sont arrivés très très vite. Honnêtement, ils sont arrivés tellement vite que même en étant blessé, j'ai pas eu la sensation de ce temps qui était long, tu vois. Et donc là, tout le groupe se met en circonstance, ils font ce qu'ils ont à faire. Il y en a un qui met apparemment ça, je me rappelle pas, c'est le seul truc que je me rappelle pas, c'est qu'apparemment j'ai eu un antidouleur par voie féroce, par voie orale. Je me rappelle que je crois que c'est Baba Yaga me sort un sac poubelle, dédicace à Baba Yaga aussi, un collègue à toi d'accord, français, ouais, ok. Qui 2 jours avant nous donne tous des sacs poubelles en disant s'il y en a un qui se fait rentrer alors que personne pense à cette blessure là de base. Donc est-ce qu'il va porter l'œil ou est-ce qu'il m'a sauvé l'œil, je ne sais pas. Mais bref, fait est qu'il y avait un sac poubelle, donc il sort le sac poubelle. Et puis là, moi j'essayais de ramasser mes intestins au début tout seul, mais sauf que c'était pas... Instinctivement, quand tu penses à l'éventration, tu penses à la partie de devant de l'abdomen qui s'est éventrée. Je sais pas pourquoi. Sauf que moi j'étais éventré par le côté gauche, donc j'essayais de rentrer ça au milieu, sauf que ça rentrait pas forcément.
Et heureusement, parce qu'il faut pas faire ça. Faut pas remettre en fait. Non. Parce que si je dis pas de bêtises, à l'armée, on t'apprend à remettre des intestins, Non, etc. pas du tout. Il faut pas. Pas du tout. Non. Mais c'est pas ça, à l'armée, on t'apprend pas ça, justement, si un collègue, justement, se fait exploser, à le remettre. Non, Pas du tout. non, J'ai entendu ça. Jamais. Ah ouais, j'ai entendu ça, tu vois. Ah non, ça c'est du C'est faux, du coup. Ouais, ça Ok. c'est quoi, Je sais pas qui me l'a dit, peut-être ou c'est moi qui ai inventé l'info, peut-être Non, qu'il est c'est- formé. Ça c'est Ah, du médical, ça c'est un niveau médecin chirurgien. D'accord, mais je pensais, tu vois, je pensais. Non, il faut pas parce que justement déjà les intestins sont devenus sales, sont devenus contaminés. Ah bah oui, du coup. Ouais. Et donc si tu remets ça à l'intérieur, tu contamines tout le corps. Donc là, ça- Ouais, bah oui, logiquement, oui, logique. Et donc là, il faut mettre ça dans un linge humide à la base, propre. Sauf que tu t'imagines bien que sur le front, on n'a pas de linge propre. Et puis que c'est pas une priorité d'aller chercher dans un sac, trouver un linge propre. Là, on avait notre Rifax, on appelle notre Rifax notre trousse de secours. On ouvre, on a un sac poubelle, on prend le sac poubelle. On met les intestins dedans, de l'eau dedans pour humidifier, pas que ça colle sur les parois du sac poubelle. Et que ça colle entre eux aussi. Et puis là, les mecs me posent... ferme le sac poubelle avec des garrots. Ça, c'est pareil, j'avais pas cette notion-là quand j'ai été blessé, c'est eux qui m'ont raconté par la suite. Des garrots, c'est quoi ça? Un garrot, c'est quelque chose qu'on met à la base quand il y a une hémorragie ou un membre coupé. Et ben on met un garrot, c'est Ah oui, une compression. c'est un peu comme c'est le système des ceintures. Oui, tu le sais. Voilà, Dans les films, oui, c'est ça. oui. Comme si tu mettais une ceinture pour arrêter le saignement, etc. au bout d'un Exactement. moment, pour compresser l'artère. Ah ouais, pour qu'il n'y ait plus de sang C'est ça, ouais. qui passe, On ouais. appelle ça un garrot, D'accord. c'est garrot tourniquet. Donc là, ils l'ont utilisé autrement. Ils ont fait un nœud, ils ont fait un truc pour fermer le sac avec ça. Et puis là, on a posé le sac sur moi. Donc moi, je tenais mon sac sur mon abdomen. Mon petit sac avec les intestins, donc tu sens les intestins à l'intérieur, etc. Et puis là, ils m'ont mis sur un brancard sous, donc c'est une espèce de mâche avec des poignées. Et puis, s'en est suivi une évacuation d'urgence du front sous un cagnard. Il faisait ultra chaud, peut-être 38 degrés, je crois, de mémoire. Ils vont transférer du coup là à l'hôpital, c'est ça? Hôpital de guerre? Non, d'abord, il faut déjà me sortir du fond déjà. Avant de m'emmener à l'hôpital, il faut déjà me sortir du fond de là où... Et ça va se passer comment là? Ça va être intense? Là, c'est intense pour les collègues. Moi, c'est pas intense pour moi parce que... Toi, tu j'ai captes rien? Je capte tout. Ah, tu captes tout, ouais, là? Conscient, je suis très très conscient, même peut-être plus conscient que certains collègues à ce moment-là qui eux sont dans le feu de l'action, qui ont d'autres choses à penser et qui doivent porter. C'est un effort énorme de porter un brancard souple. On se rend pas compte, mais porter, moi je faisais déjà 95 kg. Ouais. Plus mon équipement qu'on avait enlevé pour une grande partie, mais ça reste quand même le pantalon qui est un peu lourd, les chaussures, etc. Il y a des choses qu'on n'arrive pas dans l'urgence, tu vois, sont pas les priorités. Donc porter le mémé de presque 100 kg À 2, 4? Non, là c'était 6. Ça y est quand même. Mais eux, ils ont déjà leur gilet sur eux, ils ont leur casque, ils ont leurs armes. Les poignets des brancards souples, c'est comme si tu prenais une lanière qui te cisaille les doigts constamment. Donc ça fait ultra mal en plus d'être lourd. Donc c'était dur pour eux et ils étaient KO. Je me rappelle que deux copains ont fait un coup de chaud sur le trajet parce que c'était intense. Ils faisaient des pauses régulièrement, ils me posaient, ils faisaient une pause de quelques secondes pour reprendre leur souffle, pour changer les positions aussi, changer de bras, changer de prise, etc. Et à un moment donné, il me pose et puis là tout le monde a eu un coup de panique. Il voit deux Russes assis, comme assis en tout cas dans les herbes. C'était deux cadavres qui étaient comme une position de vivant en fait, qui étaient comme si ils étaient en train de surveiller, d'observer quelque chose. C'était deux mecs morts, ouais. C'était deux cadavres russes, ouais. Mais comment c'est possible? En fait, c'est les Russes qui les ont installés là pour... Non, ils sont peut-être morts dans cette position-là et ils ont jamais été bougés ou... Comment c'est possible? Une balle? C'est possible, une balle, de la shrapnel, est-ce qu'ils sont vidés de leur sang? Je sais pas. Je sais juste qu'ils étaient... on avait l'impression qu'ils étaient en train d'observer. C'était la sensation qu'on avait en les regardant. Oh là là. Donc là, tout le monde a eu un petit coup de stress en pensant que c'était vivant. Et on reprenne, etc. Et puis je me rappelle un moment aussi, Derek, mon défunt pote Derek, avait pris une bouteille d'eau dans son sac et son sac était resté un peu ouvert. À un moment donné, en se penchant vers moi pour essayer de me donner quelque chose, sa bouteille d'eau tombe sur mes intestins, du coup, mon sac d'intestins. Donc il s'en est voulu à crever, alors qu'au final, j'ai pas eu mal parce que les intestins, c'est pas... Relié à toi et à tes nerfs, c'est ça? Mais il y a pas de sensation dans les intestins, en fait. Il y a pas de nerfs, il y a pas tous ces trucs-là, tu vois. Oui. T'as pas de douleur, en fait, concrètement. Parce que, question bête, mais il y avait que tes intestins, du coup, il y avait d'autres trucs. Il y avait que les intestins dans le sac. Ah oui, donc oui, t'as rien senti, du coup. J'ai pas senti. Ok. Donc lui, il s'en voulait crever quand même, mais parce que tu peux pas savoir sans l'avoir vécu si tu sens quelque chose ou pas, je pense. Mais bref, voilà, c'était une petite anecdote.
qui m'avait fait rire à ce moment-là. Puis bon, on continue, puis on arrive sur le point de dépose. Là, il me pose par terre et puis il se met tout dans un trou, tu vois. Et là où je te dis justement j'étais très conscient à ce moment-là, c'est que j'avais Ivan à côté de moi, mon pote ukrainien qui lui était dans un trou, et moi j'étais sur un découvert, tu vois, sur un plat. Et je dis Ivan, il faut que tu me tires dans le trou, sinon je vais me faire péter. Je vais me faire péter si tu me mets pas dans le trou. Et du coup Ivan c'est aussi un gros bébé, donc même avec une grande force. Il m'a pris par les poignets, il m'a tiré dans son trou avec lui, et peut-être 2-3 minutes après, il y a de l'obus qui est tombé là où j'étais. Oh, et là, ça aurait été fini. Et là, ça aurait été fini. Et c'était tellement proche que Ivan s'est mis sur moi pour essayer de me protéger, etc. Inconsciemment. Quand j'ai raconté par la suite, j'ai dit, mais tu te rappelles que j'étais mis sur moi? Il me dit, non, je me rappelle pas. Je dis, si, tu t'es mis sur moi. Je me dit, ah, bah, c'était pas voulu. C'est un peu une blague pour dire. Mais donc, ouais, c'était tellement proche qu'il essayait de me courir en se mettant sur moi à ce moment-là. Donc bon, bah, le fait est que je suis encore vivant en ce moment-là, malgré tout. C'est incroyable. Et le véhicule, le M113 américain, donc un transport de troupes, celui-là qui est un peu plus spacieux, où on peut rentrer dedans, arrive. Donc il était là pour l'évacuation de moi et des 3 autres blessés, parce qu'en fait, quand la roquette m'a traversé, elle a explosé plus loin, et elle a blessé 3 autres personnes à la shrapnel, donc à l'éclat. Plus léger, mais quand même blessé. Ils sont vivants, eux? Tu le sais pas, ouais. Évidemment, tu te souviens plus. Je pense qu'ils sont vivants parce que ce qu'il avait, moi, ce que j'ai vu, c'était pas dramatique. Il y en a un qui avait une blessure à l'œil, un autre, c'était au niveau des bras, je crois. Il y en a un autre qui était un peu plus sévère, mais c'était pas vital, je pense. C'est qu'il avait reçu tellement de shrapnel qu'il ne supportait plus la douleur. Il avait, son cerveau avait vrillé. Donc ça va venir, tu vas comprendre par la suite. Donc on me met dans ce véhicule-là, on me traîne dans ce véhicule-là, on me met au sol du véhicule, on met les 3 autres blessés, et puis on part en urgence avec le véhicule pour pas se faire péter par l'artillerie. Les 3 Pax, on dit Pax personnels qui sont blessés sont mis dans le véhicule avec moi aussi. Puis là, il part à toute vitesse avec son véhicule, le pilote. Et ce fameux mec que je t'ai dit qui était shrapnelisé, qui avait plein d'éclats sur le corps, qui avait un peu vrillé d'ailleurs, commence à perdre complètement pied. Il perd pied, la douleur, il avait tellement mal en fait que son cerveau, il contrôlait Il fonctait complètement, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais il était déphasé, tu vois, il était déconnecté. Il tapait partout et il tapait d'ailleurs dans les intestins aussi. Oh là là. À plusieurs reprises. Dans les tiens, ouais. Et il y a des fois quand tu tapes vraiment fort, il y a quand même des sensations, je sais pas si c'est les intestins ou c'est en dessous, en tout cas, mais il y a eu quand même des sensations, donc une fois ça va. Même s'ils sont même plus en fait attachés à toi. Ils étaient attachés mais à l'intérieur. C'était encore attaché à l'intérieur et c'était le reste qui est sorti, tu vois. Il y avait juste une partie qui avait été coupée, donc il y avait un morceau qui était attaché sur les deux, tu vois, on va dire. Ah pardon, ok, autant pour moi, parce que pour moi, en fait, c'était vraiment sorti carrément détaché. C'est sorti et il y a, on va dire, le tuyau qui restait accroché à l'intérieur, tu vois. Ah ok, ouais, ok. Et tout le reste, c'était sorti, tu vois. Et donc il tape une fois, ça va, 2 fois, bon ça commence à être un peu plus compliqué, puis là il y a ce qu'on appelle le chef de bord, celui qui est dans le véhicule, qui a titré au véhicule et qui est derrière avec nous pour nous aider au cas où. Il voit dans mes yeux que là ça fait mal, ça commence à être compliqué, tu vois. Il faut arrêter, ouais. Et la 3e fois, et là ils ont pris le gars, ils l'ont plaqué contre la paroi, et tout le monde du trajet, ils ont dû me bloquer contre la paroi parce que on avait beau lui dire qu'il fallait arrêter, qu'il comprenait plus rien, tu vois. Et après, en soi, il est plus rien. Et là, il peut rien, j'y reviens pas, hein, j'ai aucun souci avec ça, j'y reviens pas du tout. Complètement, oui, je suis d'accord, oui. Mais du coup, est-ce qu'il a. Maintenant, il va bien ou pas? Je le connais pas, c'est un gars qui était sur le front comme moi et qui a été blessé. C'est un gars qui venait nous relever en fait, à la base. Un des gars du groupe qui venait nous relever. J'espère qu'il va mieux, qu'il a pu se rétablir de ça. Et... Pour moi, je pense que je suis quasi sûr, c'est pas vital ce qu'il a eu. Ça saignait pas, il n'y avait pas de saignement, etc. C'est juste que c'était de la shrapnel. J'ai plusieurs copains qui ont été shrapnelisés par la suite et qui me disent que ça fait très mal parce que ça arrive au niveau des os, ça tape dans les os, etc. Ça va dans les nerfs et c'est des petits morceaux souvent de métal, donc c'est très douloureux. C'est très douloureux, mais c'est pas forcément vital. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent. Il a dû sûrement se. Je suis quasi sûr qu'il a survécu, j'en suis presque sûr. Ouais, on espère. Non, c'est juste que il a eu une période où il gérait pas la douleur, mais son cerveau n'arrivait pas à gérer la douleur et donc déconnexion quoi. Et puis donc le travail se fait. En gros, le brancardage par les collègues, ça a dû durer peut-être 1h30, 2h, je pense déjà. Et le brancardage, le transport en véhicule a dû durer à peu près l'équivalent, je pense aussi 2h. Donc j'ai dû rester, je pense, 4 heures avec mes intestins sur moi et réfléchir et essayer de rester calme pour survivre tout simplement. Plus tu te stresses, plus ton cœur qui bat, plus tu saignes, parce que je saigne beaucoup aussi au niveau du bassin. Je me rappelle de Ivan qui dit aux collègues il faut se dépêcher, ça saigne beaucoup, ça saigne trop au niveau du bassin. Donc plus tu stresses, plus tu paniques, plus ton cœur palpite, plus tu dégages du sang, ouais. Tu te vides. Donc là le mieux à faire c'est de se calmer et prier et garder un self-control au mieux. Et là tu l'as gardé, t'étais vraiment exercice de respiration.
Comme si de rien n'était, quoi. Ah, je taisais, je réfléchissais dans ma tête, je me disais, quand est-ce que j'arrive C'est un peu comme quand t'es un enfant et que t'es dans la voiture avec tes parents, tu dis quand est-ce que t'arrives, tu vois. Dans ma tête, c'était ça, c'était peut-être bientôt, tu vois. Je me dis, bon, ça fait un moment qu'on est dedans, ça va bientôt arriver, tu vois. Puis je me Ça trop fort, parce que, me rassurer en me disant à chaque fois, bon, bah, on va bientôt arriver, tu vois, parce que ça fait déjà un moment qu'on est dans le véhicule, donc on y est presque, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, mais un peu comme je me rassurais, une autoprotection, tu vois. Je me dis, bon, on va bientôt arriver, c'est sûr, ça fait déjà un moment qu'on est dans le véhicule, ça va. Puis on finit par arriver dans cet hôpital de guerre, donc pas très loin du front malgré tout, mais assez pour être à couvert, en tout cas pour être protégé. Et puis je me rappelle cette porte qui se descend, du brancard des médecins qui arrivent. Je suis le premier à être sorti, plusieurs gens, le premier à être sorti, urgence vitale, on me met sur un brancard. Et puis là, je pense qu'ils m'ont injecté des médicaments, deux solutions je pense. Soit ils m'ont injecté des trucs, ça c'est sûr, ils m'ont injecté des trucs, et ça m'a tellement shooté que j'ai perdu la vision, on va dire, j'ai plus le un rôle blanc, c'est ça, non? Noir. Donc, carrément, noir, carrément, ouais. Si t'avais les yeux fermés. Ou deuxième solution. T'écoutais tout? T'avais le oui encore? J'ai des brides auditifs, pas tout. J'ai des brides de certains moments. Ou deuxième solution, je savais que j'étais entre une bonne main et je me suis relâché. Et je me suis permis à ce moment-là de relâcher, de presque perdre connaissance, ou en tout cas d'être dans un état secondaire. Ce que je m'étais pas permis depuis le début pour survivre, tu vois. Le fait est que, bon, j'ai plus d'image à ce moment-là, j'ai pas de souvenir visuel de l'hôpital. À part 2-3 fois où j'ouvre les yeux, c'est un peu flou, je vois tout le monde autour de moi, tu vois. En termes en auditif, je me rappelle d'une chose, c'est que un médecin me demande mon groupe sanguin, parce que j'avais perdu beaucoup de sang, il fallait m'en remettre. Et j'étais tellement déphasé, je sais même plus ce que j'ai dit, il y a une connerie, un truc qui existe peut-être même pas, tu vois. Et il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit non. Il m'a dit, si t'es pas sûr, ne dis rien, on va faire les tests, ça sera plus sûr et ça va aussi vite, tu vois. Donc ça, je me rappelle. Un autre souvenir, c'était le lendemain, je me rappelle d'avoir ouvert les yeux, d'avoir vu mes deux collègues, Baba Yaga et Léon, être venus me rapporter mon téléphone à l'hôpital et voir comment j'allais. Moi, je me rappelle de 5 secondes. En gros, j'ouvre les yeux, je les vois 5 secondes, je referme mes yeux. Apparemment, ils sont restés 45 minutes à discuter avec moi, donc j'étais conscient. Mais t'as retenu que quelques secondes, quoi. Mais j'ai rien retenu, j'ai retenu que 5 secondes du truc. Je me rappelle ouvrir les yeux, voir leur tenue, leur blouse verte, refermer les yeux. Et donc, ça prouve que j'étais conscient, mais que soit les médicaments étaient en train de me shooter, ou alors il y avait quelque chose qui s'était relâché, je ne sais pas. Puis ce jour même, je crois, on me plonge dans le coma. Pendant combien de temps tu vas rester dans le coma? Entre 6 et 7 jours, je dirais. J'ai pas forcément la notion du temps, forcément, parce que j'étais dans le coma, mais au minimum 6 jours. 6 jours. Ouais, non, du coup, tu t'en es pas rendu compte. Est-ce que tu t'es rendu compte temporellement? J'étais dans le coma, je me souviens d'avoir été dans le coma. J'ai vécu le coma comme la réalité, entre guillemets. Ah, et t'as ressenti les 7 jours, du coup? Pas les 7 jours, ça va plus vite, mais j'ai ressenti les opérations qu'on m'a faites, et l'hélicoptère que j'ai fait aussi, parce qu'on m'a transporté en hélicoptère. Et ça, en fait, c'est comme si j'étais dans un rêve dans mon coma. Et ce rêve était en fait comme une projection de la réalité, mais dans un monde un peu différent, tu vois. Dans mon rêve, j'ai fait l'hélicoptère, puis au moment où j'allais à Kiev, on m'a transporté, j'ai fait 6 hôpitaux différents au total. Dans le capital, du coup, hein. Kiev, capitale, ouais. Capitale de l'Ukraine. L'Ukraine, ouais, pour préciser aux gens. C'est ça. Donc on m'a déplacé de Dnipro, on va dire, plus ou moins, donc un peu plus au sud, jusqu'à Kiev en hélicoptère. Dans mon rêve, j'étais dans un hélicoptère avec des militaires, dans un hélicoptère qui n'existe pas, qui était un truc imaginaire, tu vois, mais c'était la réalité dans un sens. Et quand on m'a opéré, j'ai senti dans mon rêve, c'est très bizarre, j'étais dans une espèce de grotte avec des gens autour de moi et qui trifouillaient les intestins, etc. Et j'étais attaché, j'avais mal, je sentais la douleur. Et en fait, on était en train de m'opérer de l'abdomen à ce moment-là, en fait. Donc j'étais dans le coma et je vivais un peu les choses en parallèle. Donc très très bizarre comme expérience. Très mauvaise expérience, je ne recommande pas pour ceux qui se posent la question. Tu vas subir combien d'opérations? J'ai même pas idée de combien j'en ai eu. Beaucoup. Je sais juste que quand je me suis réveillé du coma, pendant plus d'une semaine, j'en avais une tous les matins. Donc ça, c'était après le coma. Donc ça veut dire que pendant les 6 jours de coma, déjà, il m'avait opéré un nombre de fois. Je pense que j'ai dépassé les 17 ou les 20 opérations. Je pense que je suis au-dessus des 20 opérations. Normal, parce que vraiment, moi j'ai vu les photos. D'ailleurs, je précise aux gens, je trouve ça hyper important de faire ça, parce que beaucoup, étonnamment, ne me croient pas. Tu sais, quand je fais venir des fois des personnes, il y en a qui commentent. Ils sont très peu, ils sont peut-être genre 2% à faire ça, mais il y en a qui font c'est faux, etc., aucune preuve et tout. Par exemple, tu vois, la fille que j'ai interviewée, Samantha, adorable et tout, elle a été séquestrée par son copain. Il y en a qui n'ont pas cru, ce qui est horrible parce que vraiment c'est une femme qui vient se livrer, etc. C'est horrible, tu vois, ça son histoire. Donc voilà, je mettrai maintenant je trouve ça important maintenant de te mettre des preuves.
Bon, là, maintenant, je mets des preuves. Et du coup, je convie les personnes, voilà, à aller voir du coup ton Instagram parce que tu as mis toutes les photos non censurées. J'ai mis les photos non censurées 3 semaines après l'opération, donc ce qui veut dire que c'était déjà propre, c'était déjà mieux. Alors voilà, Et c'est déjà pas beau à voir, mais c'était déjà mieux. Faut imaginer que c'était déjà mieux. je précise aux personnes, si vous êtes facilement choqué par le sang, voilà, vous avez la phobie du sang ou des plaies, etc., vous aimez pas du tout, même l'hôpital en général, ne regardez pas ça parce que c'est hardcore. C'est des plaies ouvertes, c'est pas suturé. Ça avait été suturé, mais ça s'est réouvert, donc c'est des plaies ouvertes. Voilà, donc je précise là, comme ça les gens sont au courant. N'ayez pas une curiosité morbide voilà, que je pourrais avoir moi personnellement, je pourrais l'avoir en vrai, honnêtement, si on me dit ça. Et bref, je reste attaché comme ça longtemps, très longtemps, attaché avec des tuyaux dans la gorge. Combien de temps à peu près tu vas rester comme ça? Plusieurs heures. Je peux pas te dire combien de temps, parce que du coup, il n'y a pas de notion du temps dans ces cas-là. J'imagine. Plusieurs heures, ça c'est sûr. Et j'arrêtais pas d'essayer de leur faire comprendre. Tu vois, je pouvais pas parler parce que j'étais entubé, mais je pouvais faire des sons, tu vois, de gorge, je pouvais bouger les poignets, tu vois, je m'agitais un petit peu pour leur faire comprendre, tu vois. Les jambes pas, parce que ça bougeait pas, mais les poignets, oui, forcément. Et donc, au bout d'un moment, ils viennent vers moi, puis tu sais, ils arrêtaient pas de dire Maxime, qu'est-ce qu'il y a en gros, tu vois, et l'air de dire, mais arrête, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Puis au bout d'un moment, je leur fais comprendre que je vais écrire, tu vois. J'arrive à faire un signe avec la main, je vais écrire, tu vois. On me dit, on ne détache pas. Parce que tu sais, la peur, quand c'est dans ces cas-là, c'est que la personne c'est un tube, tu vois. Et ce qu'il faut pas faire. Donc, ils voulaient pas me détacher au début. Je dis, je veux juste écrire, tu vois. Je leur fais comprendre, je voulais juste écrire. Ils finissent par me détacher une main et me donner un calepin pour écrire, etc. Ça n'avait aucun sens ce que j'écrivais au début, j'arrivais plus à écrire. J'écrivais les lettres les unes sur les autres, que ça voulait rien dire. Et ils n'arrivaient pas à comprendre forcément, parce que ça n'avait juste aucun sens. Et ça me vexait, tu vois. Je me rappelle que je me vexais, ça m'énervait, tu vois. Je leur disais, mais dans ma tête, je me disais, vous êtes cons, quoi, c'est écrit, tu vois. Je dis, c'est écrit ici, vous n'arrivez pas à comprendre, vous êtes complètement cons, tu vois. Et après, avec le temps, je me rendais compte que, ouais, ok, bon, peut-être que c'était compliqué à comprendre, par-dessus la lettre. Et je sais pas, c'est avec le temps, peut-être une demi-heure après, j'ai commencé à réussir à faire des premières phrases, mais ça ressemble à rien, mais à comprendre, tu vois. Et je leur dis, je suis où, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, en anglais, j'écris, en gros, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et là, il m'explique, il me dit, oh, t'es en Ukraine, et puis là, du coup, les souvenirs reviennent en même temps, tu vois, quand il explique ça, t'es en Ukraine, t'as été blessé, patati. Tu te souvenais que t'étais soldat ou pas? À ce moment-là, dans la vie, j'étais pas soldat à ce moment-là, j'avais été soldat avant, dans le futur, dans le passé, en soldat français. Tu partais faire une greffe en Turquie, quoi. Ah ouais, je sais pas, j'étais en Turquie dans la tête, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Turquie, langue étrangère, hôpital, tu vois, on pense soit à la Turquie, les opérations, etc. Ça, tu vois. etc. ouais. C'est vrai. Pour moi, je parle pas, ça parle pas français, je vois pas pourquoi je serais pas autre part que la Turquie, tu vois. Non, j'avais oublié que j'étais en Ukraine, j'avais oublié que j'étais combattant. Et bref, il m'explique, donc ça me revient un peu et tout, puis tu vois, j'essaie de comprendre un petit peu, poser des questions, puis bref, je reste attaché finalement, dans tous les cas, je pouvais pas être désintubé à ce moment-là, c'était trop risqué. Et puis par la suite, après, on me donne un tube, on me met dans une autre salle où on me laisse une journée aussi complète où j'avais pas le droit de boire ni rien. Et faut imaginer qu'après 6-7 jours de coma, t'as juste envie de boire. De même de manger, j'imagine, non? Non, boire. Que boire, oui. Je voulais boire, j'avais besoin de boire, tu vois. Et je me rappelle, il y avait un infirmier qui était hyper cool parce qu'à la base, j'avais pas le droit de boire des grosses quantités, je devais boire peut-être une gorgée et encore. L'infirmière en chef, elle voulait pas. Et donc, lui, il était cool, dès qu'elle tournait le dos, il me donnait un verre, tu vois. Et j'ai enfilé un nombre de verres incalculable. Je pense que si la chef était au courant, il se faisait tuer, le gars. Parce que concrètement, j'ai dû boire plusieurs litres, je pense. Et et la soif s'atténuait pas, tu vois. C'était constant. J'aurais pu défoncer des bouteilles et des bouteilles d'eau, tu vois. Et bref, ça c'était en gros, c'était la réanimation au réveil, ou je sais pas comment ils appellent ça, la réanimation, je crois. Puis après, on le met en service de chirurgie lourde. Tu vas faire la plein d'opérations, ça va continuer quoi. Ouais, j'ai déjà été opéré plusieurs fois pendant mon coma, et puis là ça va continuer, et on me met dans un lit en tant que paralysé des deux jambes, donc je pouvais rien faire. Tu sentais plus tes jambes, ouais? Mes deux jambes ne fonctionnaient plus à ce moment-là. Et là du coup, comment ça se fait qu'elles sont... En fait, elles ne fonctionnaient plus à ce moment-là, parce que la jambe gauche, c'était normal de la blessure, la jambe droite, c'était moins normal, mais en fait c'est parce qu'il m'avait mis un antalgique dans péridurale, donc dans la colonne vertébrale, qui était... C'était un palier 4, donc c'était, j'ai recherché sur internet par la suite, c'était le plus puissant du monde. C'était l'antalgique le plus puissant du monde. Et donc ça m'avait complètement paralysé la moitié du corps, tu vois. Sauf que ça, j'ai mis plusieurs semaines avant de comprendre pourquoi ma jambe droite ne fonctionnait pas, tu vois. Je dis, la jambe gauche, ça fonctionne plus, je m'en fous, tu vois. Si elle est HS, tant pis, je sais qu'elle est blessée, tu vois, mais j'ai à droite, elle est valide. Si je me rappelle très bien, j'ai pas été blessé à droite, je dis pourquoi bouge pas, tu vois, personne voulait m'expliquer ou on n'arrivait pas à m'expliquer, tu vois. Et donc ça a été une frustration des 1000 fois de me dire, putain, pourquoi bouge pas alors que j'ai rien eu à droite, tu vois. Et puis dans ma tête, je m'étais fait à l'idée, j'ai commencé à être dans des fauteuils roulants quand je pouvais un petit peu bouger, etc. Dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais
J'ai eu un fauteuil roulant, et puis voilà, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. C'est fou de relativiser comme ça sur des événements. Bah, à la base, je devais perdre mes jambes. À la base, je devais perdre ma jambe gauche. Tu t'es dit, ouais, ça va, j'ai pas l'air. Et encore, Ouais. j'étais dans le coma à l'ambassade, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je devais perdre mes 2 jambes. Donc au final, j'ai encore mes 2 jambes, tu vois. Donc, je vais pas me plaindre, tu vois, si j'ai encore mes jambes. En plus, je suis vivant, surtout, je suis vivant. Le premier point, c'est déjà, je suis vivant. Là où tous les médecins pensaient que j'allais mourir, tu vois. Donc, tu vois, tu peux pas vraiment te plaindre quand t'es à côté de ça. En plus, le lendemain où j'apprends que mon pote est décédé, tu vois. Intérieurement, tu vois, dans un sens, tu te dis, bon, je peux pas me plaindre non plus, tu vois. Mon pote, il n'a pas eu de chance, lui, ça a été instantané, il a pas eu aucune chance de survivre, tu vois. Donc, non, je m'étais fait l'idée d'être en fauteuil roulant, pas de problème, tu vois. Sauf que le fauteuil roulant, c'est mieux que 3 semaines après, minimum. Et encore 3 semaines après, il fallait qu'il soit 4 pour me mettre dans un fauteuil roulant parce que rien ne bougeait dans mon corps, tu vois. Donc, c'est comme si j'étais tétraplégique et que j'avais les 2 jambes les 2 bras qui fonctionnaient, tu vois. Et donc c'était très compliqué, beaucoup de vertige parce que du coup j'avais été trop longtemps allongé, etc. Je pouvais pas rester plus longtemps de 2 minutes allongé, assis, tu vois. Bref, c'était un long calvaire, pareil, pas le droit de manger pendant 3 semaines. 3 semaines? Ouais, 3 semaines avant de manger. Quoi, ils te nourrissaient avec des sondes? Dans la jugulaire, ouais. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est un jugulaire ou pas, mais en tout cas dans la gorge ici, directement. Et tu vas retourner en France du coup après ça ou... J'ai d'abord 1 mois en Ukraine. 1 mois en Ukraine. Un mois du coup hospitalisé en fait. Ouais, 1 mois en Ukraine, hospitalisation. Je retourne en France parce que j'ai réussi, grâce à l'aide de Xavier Chittelman, à trouver une association qui m'a rapatrié. Et après, hospitalisation à domicile. Donc concrètement, si je prends vraiment hospitalisation pure et dure, dans le sens du terme, j'ai passé 7 mois, je pense, hospitalisé. Et puis là, actuellement, je suis encore en soins. J'attends encore une opération au mois d'août, normalement. Je vais savoir ça le 10 de ce mois-ci, 10 juillet. Je vais à l'hôpital faire des scanners, savoir si, normalement oui, mais affirmer la possibilité de faire une greffe, donc de prendre des muscles de mon dos pour les transférer sur l'abdomen, étant donné que j'ai perdu tous les muscles de l'abdomen côté gauche. Ça t'aiderait à faire quoi? À être beaucoup plus mobile? Ça changerait tout. Déjà, ça éviterait d'avoir des hernies, parce que en gros, les intestins poussent sur les parois. On se rend pas compte qu'on a des muscles, parce que c'est la fonction aussi des muscles abdominaux, c'est de contenir les intestins. Mais quand tu as plus ces muscles-là, ça pousse constamment sur la peau. Et ça fait que la peau, c'est élastique. Donc ça pousse, la peau se détend, se détend, se détend. Ça fait des boules et puis un jour, ça peut ressortir concrètement. C'est le problème des hernies. Donc en fait, du jour au lendemain, ça pourrait ressortir, repercer la peau et ressortir de l'abdomen. Tu me diras si l'opération, enfin s'il y a eu du coup... C'est validé parce que tu dois faire une validation en fait plutôt. C'est possible, c'est faisable. J'ai vu le staff plasticien de Paris, Paris-Percy, l'hôpital militaire de Paris-Percy. J'ai vu tous les plasticiens du service pendant leur réunion du lundi. Ils sont d'accord pour dire que oui, ça va se faire. Trop bien. Ils sont d'accord pour dire que ça va se faire. Maintenant, ils sont pas sûrs de pouvoir combler à 100% l'abdomen. C'est déjà ça quand même. Mais la plus grosse partie, le reste sera comblé avec des filets artificiels chirurgicaux. Bon. Pour empêcher que ça passe par ces petits trous qui restera. Mais non, ils sont confiants, là, il faut juste faire des scanners, etc. pour voir l'état actuel de l'abdomen, qu'est-ce qui reste à combler précisément, etc. Et après, au mois d'août, en repassant le billard, encore une fois. Bah écoute, je te le dis ici, tu tiendras les gens au courant sur Instagram, même moi, je tiendrai les gens au courant sur Instagram par rapport à cette opération, si ça doit. Avec plaisir, pas de soucis. Si tu étais en état de combattre et que tu n'avais pas tout ça, est-ce que tu retournerais toi t'engager directement? Je pense que je me rappelle même que le premier truc que j'ai pensé quand je me suis réveillé du coma, c'est j'ai parlé à mon chirurgien qui était un chirurgien ukrainien mais qui parlait un tout petit peu français parce que sa sœur habite en Normandie. D'accord. Et j'ai dit frérot, remets-moi dans un fauteuil roulant, je repars. J'ai dit je reste pas à l'hôpital. Et là il m'a regardé un peu con, il m'a dit mais qu'est-ce que tu penses dans ta tête, tu vois, en gros t'es con ou... Il m'a dit non, tu vas pas nulle part, tu restes dans ton lit et basta, tu vois. Mais la première chose que j'ai pensé quand je me suis réveillé du coma, c'est j'aurais dit mettez-moi dans un fauteuil roulant, je repars au fond, quoi, j'ai rien à foutre à l'hôpital, tu vois. Donc même après ça, après cet événement hyper choquant, tu vas quand même le vouloir, ouais. Au fond, l'envie sera toujours là, tu vois. Maintenant, physiquement, il faudra du temps, Ça sera probablement jamais possible. Ah ouais, jamais là, t'es sûr de... Sûr, non, on n'est jamais sûr, mais les chirurgiens, déjà, à partir du moment où ils t'estiment 3 à 4 ans d'attente avant de savoir le résultat final, c'est énorme, 3 à 4 ans. Mais tu seras peut-être trop vieux après, non? Trop vieux, non, mais peut-être que la guerre sera finie, je l'espère. J'espère vraiment que la guerre sera finie, ouais. Parce qu'il n'y a rien de bon à gagner dans cette guerre-là. Et il y a très peu de chances que je sois assez valide pour pouvoir recombattre un jour, en tout cas. Malheureusement ou heureusement. Pour certains, ça sera heureusement pour la famille qui n'a pas envie que j'y retourne. J'imagine, oui. Pour moi, ça sera plutôt malheureusement parce qu'il y a toujours cette envie-là malgré tout. Mais
Mais c'est comme ça a permis un nouveau départ. Pendant cette aventure, tu vas vivre plein de choses. Hein. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué, que tu te souviens, je sais pas moi, d'un chef à toi, qui t'a vraiment marqué, un truc que tu pourrais peut-être transmettre aux gens qui regardent cette vidéo, vraiment un truc poignant? Une phrase, je sais pas. Je me rappelle déjà. Ou un conseil. Alors, ça va être un conseil, n'importe. Je me rappelle déjà des copains. Je pense que déjà c'est important d'être bien entouré. Je me rappelle quand j'étais blessé, les copains ont bien joué leur rôle aussi à me convaincre de vouloir survivre déjà. Et ça c'est important de bien être entouré. Je pense que c'est la première chose, en tout cas dans des situations aussi difficiles que ça. Et puis je pense qu'il n'y a pas d'épreuve insurmontable, tu vois. Honnêtement, je pense que rien n'est insurmontable. J'entends des fois des jeunes ou des moins jeunes me raconter des choses en me disant ah oui mais là je suis au bout du bout, je peux pas aller plus loin, je vais craquer. Et en fait quand j'écoute il n'y a pas grand chose, mais en même temps je peux pas juger. On peut pas juger quelqu'un qui est dans un mal-être, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est insurmontable et que si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Après si on veut pas, c'est là où on sombre et qu'on se dit justement qu'on peut pas aller plus loin et qu'on est à bout et ainsi de suite. Je pense que c'est une question de mental et de volonté aussi malgré tout. Et de résilience probablement aussi. C'est une hyper bonne morale. Tu as fini la vidéo de manière hyper belle. J'ai adoré cette fin. Tant mieux. T'as aimé, Max, ce petit échange? C'était très bien, c'était parfait, ouais. C'était trop cool. T'as pris du plaisir. Je pense qu'on fera un épisode 2 si les gens aiment. Voilà, dites-vous, j'avais plein de questions encore, mais on va s'arrêter là, je pense. Et voilà. Il y a encore des petites anecdotes aussi, on va dire, hors combat ou des petits trucs de vie. Et je pense qu'on a encore plein que t'as vécu à l'armée. Et on garde ça pour un épisode 2 si t'es chaud. Je fais un petit check en vrai. Bravo, merci encore. Merci à toi, merci de m'avoir d'avoir accepté cet échange. Et puis non, c'était trop cool. Bravo pour tout aussi, pour même ton courage, pour aussi l'espoir que tu donnes aux gens, même aux personnes qui pourraient peut-être faire ce métier. Et même, voilà, là on a vu les risques aussi. Merci beaucoup Max. Je pense qu'on va se quitter là. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Entretien avec l'étrange. Hashtag je ne sais plus combien, c'était pas mal, c'est cool. Merci pour tous les retours que vous me faites sur ce format. Je vais essayer un petit peu de changer le décor pour que les gens arrêtent de dire légende, c'est un peu chiant. Mais mis à part ça, les gens globalement adorent et je suis trop content des retours. Vous êtes hyper bienveillants en commentaire avec les gens que j'interview et moi-même, ma personne, donc c'est hyper cool. Si les gens veulent le suivre sur Instagram peut-être. Venez suivre Max sur Instagram, il partage beaucoup de son parcours en tant que militaire. Il a aussi monté un escape game. Voilà, c'est un projet. Voilà. C'est un projet, donc je partage ça sur mon Instagram, Max RPG7. Donc petite référence. Tu t'appelais d'ailleurs comme ça par rapport à la balle de RPG que tu c'est ça. J'avais pas d'idée de blaze et puis il s'appelait Max RPG. C'était fou. J'ai créé un autre Instagram pour mon projet d'escape game qui s'appelle Escape to Reality 94 parce que ça sera dans 94 à Paris. Si je peux me permettre aussi, tu me dis si oui ou non. Ouais, vas-y. J'ai aussi ouvert ce qu'on appelle un crowdfunding, donc une collecte participative. Oui, pour l'escape game, oui. C'est ça. En fait, la réalité des choses, c'est que ça nécessite des fonds que j'ai, mais qui sont bloqués en Ukraine pour l'instant, et je suis en procédure avec les avocats, etc. Donc pour pouvoir voir le jour, malheureusement, j'étais obligé d'ouvrir ce crowdfunding. Mais il y a des contreparties qui sont vachement chouettes à y gagner et à découvrir, donc je pense que c'est tout bénéf pour tout le monde. Ça marche, écoute Max, les gens suivront ça si vraiment envie finalement. On ne force personne, mais voilà. L'info est passée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. Je vous dis à plus. J'étais avec Max. Salut tout le monde.